Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goy. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une disparition invraisemblable. Le 19 janvier 2014, le petit Habib, 1 an, est enlevé par son père, retrouvé mort quelques jours plus tard. Le petit garçon, lui, s'est volatilisé. Mais alors, où est-il passé? Et qu'est-il arrivé à son papa? Avec moi, vous entendrez les voix de Jennifer Dana, la mère d'Habib, d'Emily et Jonathan Dana, ses frères et sœurs, ainsi que des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Cette femme s'appelle Jennifer Dana. Et ce soir, elle va nous raconter le drame qui a bouleversé sa vie. Il y a 9 ans, elle a donné naissance à un petit garçon, Habib. Mais à l'âge de 13 mois, il va brutalement disparaître. Je peux même pas souhaiter que ma sœur retrouve la paix, en fait. Il y a personne qui peut retrouver la paix après ça. Ce qu'on lui a fait, ce qu'on lui a enlevé, personne mérite ça dans la vie, quoi. Nous sommes le mercredi 15 janvier 2014. Jennifer a rendez-vous devant un supermarché de la banlieue toulousaine avec Mehdi, son ex-compagnon dont elle est séparée depuis quelques mois. Et ce jour-là, la jeune maman va confier Habib à son père, alors que pourtant ce n'est pas son tour de garde. Bon, très vite, du coup j'arrive, Habib est dans la poussette, je le prends dans mes bras, il me lâchait plus, il était comme un bébé koala, avec les jambes recroquevillées sur moi, les mains. Comme s'il pressentait quelque chose, le petit Habib ne veut pas lâcher sa mère, au contraire de Mehdi, qui lui veut écourter au maximum cet au revoir déchirant. Je pose le petit dans la poussette, il commence à chouiner, à pleurer, et forcément il me dit il faut que tu t'en ailles vite, quoi, parce que plus tu vas rester, plus il va pleurer, plus ça va être difficile pour lui, donc forcément on essaie d'écourter, et puis je m'accroupis devant lui, devant le petit, et puis je lui dis que je serai là, je vais venir te chercher, tu me verras dimanche, quoi, et puis je m'en vais. Et en fait, ce sera la dernière fois où j'ai pu le voir. Sans le savoir, la vie de cette jeune Toulousaine âgée à l'époque de 31 ans vient de basculer dans l'horreur. Nous allons vous raconter le combat de cette mère courage qui, depuis des années, fait tout pour retrouver son fils. Vous allez comprendre ce qu'il s'est réellement passé ce jour-là. Cette jeune femme, elle va devoir se battre toute seule. J'ai passé des heures à arpenter les rues, à poser des questions. On ressent une envie de nous faire taire. L'étrange disparition d'Habib va vous plonger dans un scénario aux multiples rebondissements, parfois teintés d'espoir. Cette personne, elle a quand même des propos en disant de toute façon le petit il a pas disparu, quoi. Cette affaire remontera même jusqu'au palais de l'Élysée. Brigitte Macron, l'épouse du président de la République, sera même prise à partie. Je lui dis, je suis désolée d'avoir à vous déranger dans vos fonctions, d'être obligée, moi, la mère d'Habib, de vous écrire pour vous dire ça, mais je suis forcée de le faire puisque personne ne fait son travail. Ce soir, pour la première fois depuis des années, nous avons des révélations inédites sur lesquelles nous avons enquêté. On va quand même avoir des éléments sérieux et à tout le moins qui interrogent. Comment ça va se passer, en fait? Je vais devoir lui parler de son père parce qu'il va avoir des questions. Quand il va me dire « Maman, tu m'as pas cherché, en fait ». Plongé dans l'histoire incroyable de Jennifer, qui recherche sans relâche depuis 8 ans son fils, Habib. Retour à ce jeudi 16 janvier 2014. 24 heures après avoir laissé Habib à Mehdi, Jennifer reçoit un coup de fil de son ex-compagnon. Et elle ne tarde pas à comprendre qu'elle n'aurait jamais dû lui confier la garde de l'enfant en dehors des créneaux prévus par la justice. Il aimait le souhait d'aller passer la journée ou le week-end avec des amis et avec Habib
à Aix-les-Thermes, qui est une petite ville à environ 150 km de Toulouse, connue pour sa station de ski, ses remontées mécaniques. Forcément, j'ai peur. Je lui dis, mais écoute, il a pas de vêtements, pas d'équipement, t'as pas de siège auto pour prendre la voiture, tout ça. Il me dit, non, mais j'ai des amis qui ont des enfants aussi, et du coup, on a les sièges auto, t'inquiète pas. Elle se pose plein de questions et Mehdi, à chaque fois, la rassure. Il me dit, écoute, je pars, je crois, c'est vendredi et samedi, et puis du coup, je te le rends samedi soir, je te le rends un jour plus tôt. Mais contre toute attente, Jennifer va faire confiance à Mehdi, sans se douter qu'elle fait là une terrible erreur. Depuis le début de leur relation, Jennifer est allée de désillusion en désillusion. Sa famille avait pourtant tenté de lui ouvrir les yeux sur la relation toxique qu'elle entretenait avec Mehdi. C'est vrai que les parents de Jennifer ne voient pas d'un bon œil ce garçon, mais ils ont l'impression qu'il va pas tellement tirer leur fille vers le haut. Déjà quelqu'un qui travaillait pas, qui était dans des petits trafics, etc. C'est pas le genre de copain qu'on souhaite pour sa petite sœur. Voilà. J'ai très mal pris parce que je me suis dit, ils ont pas pris la peine de le rencontrer en fait. C'est des préjugés et tout ça. Donc en fait, très vite, il y a eu une cassure entre ma famille et moi. Mais la famille ne s'y était pas trompée. Et très vite, la situation au sein du couple se dégrade. Avec le temps, je me suis isolée déjà du monde en fait, des gens, parce que les gens étaient jamais assez bien pour lui. Donc ça a commencé petit à petit, donc avec nos fréquentations, nos amis, la famille, on se voyait de moins en moins. Mehdi, voyant qu'elle lui échappe, va aussi chercher à l'isoler encore davantage, va devenir menaçant, va devenir insultant, il essaie de la rabaisser. C'est dans ce contexte fragile que Jennifer et Mehdi décident malgré tout de faire un enfant. Le petit Habib naît le 16 décembre 2012. La jeune femme est persuadée que la naissance de cet enfant va apaiser les tensions au sein de son couple. Mais les espoirs de Jennifer vont vite s'envoler. À l'accouchement, déjà, ma sœur elle a eu une difficulté puisqu'elle a dû se faire opérer assez rapidement parce qu'elle avait une infection. Et il n'a pas voulu s'occuper du petit et je l'ai gardé pendant 3 jours avec moi. Il avait 2 semaines. Et donc, évidemment, c'était une raison de plus pour moi de me dire que c'était pas la bonne personne et qu'il serait pas là pour elle, en fait. Pire, Mehdi aurait même cherché à isoler Jennifer de son fils. Il me disait en fait que si notre enfant pleurait, c'était par ma faute parce qu'en fait on était trop liés et que du coup fallait que j'arrête d'être près de lui et donc il nous séparait. Oui, ça lui arrivait de mettre Habib dans une pièce et de me mettre dans une autre chambre. Et moi je supportais pas entendre notre fils sans pouvoir le consoler en fait. Et du coup il m'y enfermait, j'avais pas le droit d'en sortir. Donc ouais, c'était assez dur. Et je prends sur moi et je me dis que la seule chose que j'ai à faire, c'est d'être là pour elle jusqu'au moment où j'espérais qu'un jour elle soit prête pour partir. Seulement Jennifer passe sous silence ce que Mehdi lui fait subir. Jusqu'à ce jour d'octobre 2013, où la jeune femme va faire des révélations à sa sœur. Voilà, elle me dit qu'il la bat, elle me dit que la dernière fois qu'il l'a battue, elle avait le petit dans les bras et que du coup, évidemment, ça lui a fait un déclic. Et à ce moment-là, je lui demande si elle est prête à partir. Mehdi serait un homme violent. Cette fois-ci, c'en est trop pour la jeune mère de famille qui veut quitter le domicile familial. Jennifer appelle sa sœur et la supplie de lui venir en aide. Je pense qu'elle a senti l'urgence en fait de la situation parce qu'elle n'a pas posé 50 millions de questions. Elle m'a dit je viens, elle travaillait juste à côté donc elle est venue. J'avais le cœur à 10 000, je me gare au sous-sol, je monte à l'ascenseur, je récupère ma sœur, le petit. Ils mettent en catastrophe quelques affaires dans la voiture. Elles sortent du domicile en voiture et là elles vont croiser Mehdi. Au moment de partir et par un malheureux hasard, les 2 jeunes femmes croisent Mehdi en bas de l'immeuble. La fuite est compromise. Elle n'a pas parlé avec Mehdi d'un moment où ils allaient se quitter et de dire je pars après-demain avec une date fixe. Là, elle prend la fuite sans rien dire. Notre cœur s'arrête, quoi. On se dit si on tombe sur lui, il nous tue, quoi. Je sais pas ce qu'il va faire, enfin. On est un peu irrationnel à ce moment-là, je pense aussi, donc voilà. Et donc je me suis dit, là, qu'est-ce qu'il va penser? Forcément, il va penser que je le trahis. Et Jennifer fera en sorte de lui faire penser qu'elle va simplement faire une course, alors qu'en fait, elle quitte définitivement leur domicile pour ne plus jamais revenir. Jennifer trouve refuge chez ses parents et saisit immédiatement le juge aux affaires familiales pour obtenir la garde d'Habib.
L'audience se tient un mois plus tard. Alors en attendant, Mehdi essaie de réparer ses erreurs et tente en vain de récupérer le cœur de Jennifer. Quand il va comprendre qu'elle ne reviendra pas, alors là, effectivement, on va voir le deuxième visage de Mehdi. Et les menaces de mort vont reprendre, et les menaces vis-à-vis d'Habib. Effectivement, je vais le prendre, je vais l'emmener en Algérie, et on repart dans cette spirale infernale. Quelques semaines plus tard, le juge rend sa décision suite aux menaces d'enlèvement proférées par Mehdi. Il lui signifie une interdiction de sortie du territoire. Il lui permet néanmoins de voir son fils un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Le jeune homme est déçu par ce jugement et ne compte pas en rester là. Mehdi souhaitait mettre en place une garde alternée. Il voulait que cela soit acté par le juge. Donc moi, lorsque je le rencontre, c'est pour relever appel du jugement et pour conclure et pour pouvoir demander la garde alternée de manière officielle. Une garde alternée, 1 semaine sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Voici ce que réclame le père de l'enfant à la justice. Mais les demandes de Mehdi n'aboutissent pas. Le jugement est maintenu, c'est un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires, rien de plus. Alors le jeune homme va changer de stratégie. Il va se radoucir et expliquer à son ex-compagne que son fils lui manque beaucoup et qu'il le vit très mal. Un jour, il me dit, écoute, un énième sujet de conversation, j'ai envie de prendre mon appartement, j'ai envie de repasser mon permis, je veux avoir Habib plus avec moi, mais je sais pas si je suis capable, est-ce que tu serais d'accord de faire un mot à la juge et à la CAF pour dire que tu me cèdes le petit 1 semaine sur 2. C'est dans ce contexte tendu que Jennifer accepte de faire une entorse aux règles de garde. Jennifer a des valeurs. Elle a des valeurs familiales. Elle a eu un enfant avec Mehdi et elle ne veut pas, malgré la situation catastrophique, la situation sentimentale catastrophique, elle ne veut pas le priver de son enfant. Une décision qu'elle va vite regretter. Dimanche 19 janvier 2014, soit 5 jours après avoir confié Habib à son père, Jennifer appelle son ex-compagnon pour récupérer son fils. J'essaye d'appeler, pas de nouvelles, 18h. Ça sonne, ça répond pas. Le téléphone sonne dans le vide. C'est pas normal et c'est pas dans son habitude. Les heures passent et Mehdi ne décroche toujours pas son téléphone. La jeune maman s'inquiète et comprend que quelque chose ne va pas. Je réessaye de l'appeler, de lui envoyer un message. Je lui dis, écoute, j'aurai pas le choix. Si tu me réponds pas, là, ce message, je vais être obligée d'avertir la police. Mais vraiment, j'attends le dernier moment, quoi. Et je me rappelle, j'étais dans un appartement, premier étage, donc je descends, je vais sur le parking, je regarde au loin, je me dis, sa voiture, elle va arriver, comme d'habitude, ou avec son ami. Vraiment ce sentiment de me dire que plus je vais regarder là-bas, et il y aura plus de chances qu'il va arriver, quoi. Enfin, c'est toujours comme ça que ça se passe, quoi. Sauf qu'en fait, il vient jamais. À 21h, Jennifer, angoissée de ne toujours pas avoir de nouvelles, décide d'appeler la famille de son ex-compagnon. C'est la sœur qui lui répond en lui disant « Mais pour nous, il est chez toi. On pensait qu'il t'avait rendu Habib et que du coup, qu'il était resté là-bas. » Donc là, je me dis, voilà, il était en colère, encore une fois. Je sais pas où il est parti, il a pris le petit. Il va pas me le rendre, quoi. Mehdi chercherait-il à provoquer Jennifer ? À première vue, tout porte à croire qu'il s'agit de représailles de la part du jeune homme. Car pendant ce week-end-là, les choses se sont envenimées. Jennifer a eu une conversation téléphonique inquiétante avec son ex-compagnon. Il était en colère, en fait. Il était très énervé. Mehdi va profiter de ce coup de téléphone pour relancer la discussion sur la garde alternée et il va faire du chantage à Jennifer. Il dit oui, si tu me fais le papier, comme quoi j'ai la garde 1 semaine sur 2, on fait comme ça. Et je lui dis écoute, je t'ai dit que ce papier, je te le ferai pas. Il me dit mais tu vois, ça s'est bien passé cette semaine et tout. Je lui dis ok, mais on passera devant le juge, on fera ce qu'il faut, on le fera dans l'ordre des choses, mais voilà quoi. Et je me rappelle, j'étais au restaurant avec ma sœur Émilie. Et en fait, il la harcèle en permanence de messages. Et je lui donne un conseil a priori bien pourri. Je lui dis arrête de le laisser gérer ta vie, coupe le téléphone. Voilà. Mais à un moment, je lui dis écoute, on en a déjà discuté, j'ai plus rien à te dire à ce sujet. Dimanche, 18h au plus tard, tu dois me le rendre comme le jugement le stipule et je ne répondrai plus à tes messages jusque-là. Et je bloque.
je bloque son numéro. En réalité, depuis que le couple se dispute la garde, Mehdi a déjà menacé Jennifer avec des mots qui aujourd'hui sonnent de façon plus inquiétante. À chaque fois, ou quasiment à chaque fois, le chantage, c'est je prends le petit et je m'enfuis, quoi. Je prendrai mon fils, je partirai en Algérie, tu seras obligé de nous rejoindre pour qu'on soit une vraie famille là-bas, sinon je te tuerai, des trucs comme ça. Alors, Mehdi aurait-il mis ses menaces à exécution ? Serait-il parti avec Habib en Algérie ? Pressentant le risque, et toujours sans nouvelles de Mehdi et Habib depuis 24 heures, Jennifer décide d'aller au commissariat central de Toulouse. Donc je dépose, j'explique les faits, la représentation d'enfants, etc. On prend ma plainte. Et puis on me dit merci, quoi. Merci, on vous tient au courant. Et puis moi, je veux pas partir, en fait. Je dis d'accord, mais qu'est-ce qui va se passer, en fait ? On la prend pas tellement au sérieux. Il y a pourtant des éléments qui auraient dû, à ce moment-là, alerter les enquêteurs. Et notamment cette décision du juge aux affaires familiales qui, elle, a quand même considéré que les menaces d'enlèvement en Algérie de la part d'un papa qui effectivement a de la famille, des amis hors du territoire national, que ces menaces étaient suffisamment sérieuses pour poser une interdiction de sortie du territoire de l'enfant. C'est pas que ça n'a pas été pris au sérieux, c'est qu'il y a tellement de plaintes pour non-représentation d'enfants, avec les couples qui se séparent, où le parent ne rend pas l'enfant le dimanche, mais il le rend le lundi, ou des parents qui le gardent une semaine. Et les policiers, ils ont des milliers de plaintes similaires. C'est la raison pour laquelle, au début, on ne lance pas tout l'arsenal pour pouvoir trouver Habib. La police ne prend pas du tout conscience du danger. Sous prétexte qu'il a été enlevé par son père, il n'y a pas de danger pour l'enfant. En gros, pour eux, c'est douloureux pour ma sœur, c'est un problème pour elle, mais c'est pas un problème pour le petit. Il n'y a pas besoin de s'agiter, en fait. Jennifer a le sentiment de ne pas vraiment être écoutée par les enquêteurs. Pourtant, la jeune femme connaît parfaitement le profil de son ex-compagnon. Depuis leur séparation, 3 mois plus tôt, pas une journée ne se passe sans que Mehdi appelle ou envoie des textos à Jennifer. Alors pourquoi ce silence si soudain ? La jeune femme insiste auprès des policiers. Je finis par tomber sur une dame. Une dame qui me dit « Je vois votre dossier. » Voilà, informatiquement, je le vois, mais pas encore attribué. Donc tant que ce ne sera pas le cas, je ne ferai rien. À force d'insister, Jennifer va tout de même réussir à obtenir une information. Et elle est plutôt inquiétante. Les policiers ont reconstitué le parcours de Mehdi le jour où il part dans les Pyrénées. Il n'y va pas avec des amis, en tout cas pas avec le véhicule d'amis, contrairement à ce qu'il avait pu dire à Jennifer, puisque son téléphone va borner à la gare de Toulouse vers 15h50. Et puis effectivement, il va ensuite borner en fin d'après-midi à Ax-les-Thermes, pour finalement, en tout début de soirée, borner à l'Hospitalet près d'Andorre. À partir de là, lui n'émettra plus d'appel, et le lundi 20 janvier, vers 10h du matin, le téléphone est éteint, c'est terminé, il ne se rallumera plus. La dernière trace de Mehdi se trouve donc à l'Hospitalet près d'Andorre, à proximité immédiate d'un poste frontière espagnol. L'ex-compagnon de Jennifer aurait-il enlevé son fils et pris la fuite par l'Espagne avant de rejoindre clandestinement l'Algérie ? Malgré cette information capitale, la police n'envisage toujours pas de lancer des recherches. Pire, les enquêteurs vont clairement pousser Jennifer à se débrouiller toute seule. Et cette non-prise au sérieux de Jennifer va se concrétiser par des déclarations des enquêteurs qui sont un tout petit peu consternantes. Puisque c'est à eux de mener l'enquête, on va lui dire peut-être renseignez-vous auprès des parents de Mehdi pour voir quels ont été leurs derniers contacts. Je lui dis mais non, mais je vous dis que j'ai appelé sa famille, qu'ils me disent qu'ils n'ont pas de nouvelles. Elle me dit mais écoutez-moi bien madame, si vous cherchez pas votre enfant, c'est pas nous, on va le faire à votre place en fait. Donc vous allez là-bas et s'il n'y est pas, vous me rappelez. Tout de suite, on est dans une situation où cette jeune femme, elle va devoir se battre toute seule. Jennifer n'a pas d'autre choix et elle doit attendre que la police lance les investigations. Mais elle refuse de se morfondre, sans rien faire, car le temps presse. Cela fait déjà 4 jours que Mehdi et Habib ont disparu. Alors, malgré son appréhension, elle décide de se rendre chez les parents de Mehdi, dans la cité du Mirail à Toulouse.
En traversant les allées du quartier, la jeune femme fait profil bas. Je regarde beaucoup autour de moi, je me dis qu'il pourrait être très bien en bas avec le petit ou dans le parc pour enfants. Il n'y avait pas grand monde en fait, c'était un jour de semaine, entre midi et 2. Voilà, je me suis garée avec la peur au ventre quand même, mais je croise personne, je monte dans l'immeuble. Je m'arrête au niveau de la porte de l'appartement et puis je me dis, vraiment j'ai pas envie. J'ai pas envie d'y aller, j'ai qu'une envie, c'est de faire demi-tour. Il tape à la porte, sont présents les parents de Mehdi et sa sœur. L'ambiance est très lourde, elle n'est pas du tout accueillie favorablement, Jennifer. On ne cherche pas à la réconforter, sachant que c'est quand même une maman qui cherche son petit garçon depuis plusieurs jours. Elle sent l'hostilité, tout de suite. Un peu agressif, quoi, quand je leur dis « vous n'avez pas de nouvelles ?» Non, on n'a pas de nouvelles, on te l'a déjà dit. Bon, voilà, je comprends pas bien en fait. Donc, je dis bon, je vais pas vous déranger plus longtemps, je sens bien que je dérange, quoi. En fait, la famille de Mehdi, bien évidemment qu'ils ont envie de savoir, comme tout le monde, où est Habib, ce qui s'est passé réellement ce jour-là. Mais malheureusement, ils se sont sentis également agressés. Je ne sais pas si c'est par les propos que tenait Madame Dana à ce moment-là, mais ils se sont sentis un peu agressés ou un peu mis en cause. Toutefois, Jennifer ne va pas rentrer bredouille de cette visite. Elle va tenter un coup de bluff et ça va payer. Elle va demander la permission de se rendre dans la chambre de Mehdi au prétexte de récupérer des affaires d'Habib. On va la lui accorder. Donc quand je me rends dans la chambre, forcément donc il y avait des affaires de notre ancien appartement, dont l'ordinateur qu'on avait ensemble. Et du coup, je récupère un disque dur externe et le disque dur interne de notre ordinateur en me disant que peut-être s'il a fait des recherches ou quoi que ce soit, je pourrais les exploiter. Que je prends tout ça avec moi, je le mets dans mon sac et je m'en vais. Voilà. De retour chez elle, Jennifer connecte les disques durs à son ordinateur. Le temps presse. Alors la jeune femme procède à une fouille rapide de son contenu. Et les éléments qu'elle va découvrir ne vont pas la rassurer, bien au contraire. Elle a notamment en mémoire les codes pour accéder au compte bancaire de Mehdi, puisque c'est elle qui s'occupait du budget à l'époque où ils étaient ensemble. Et là, elle constate qu'il n'y a pas de mouvement sur le compte. Pas d'entrée, pas de sortie, pas de chèque, pas de carte bleue. Le compte est mort depuis le jour où il a disparu. Il n'y a donc plus aucun mouvement sur les comptes bancaires de l'ex-compagnon de Jennifer, comme quelqu'un qui cherche à disparaître, sans laisser de traces derrière lui. Mehdi ne travaille pas et n'a pas beaucoup d'argent. Alors comment fait-il pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils? Et c'est là que Jennifer se souvient qu'il possédait un snack à Toulouse. Je me rappelle que Mehdi avait une sandwicherie et qu'il m'avait dit l'avoir vendue. Donc j'essaye auprès des inscriptions à la Chambre des commerces, etc., de trouver les coordonnées du nouveau propriétaire. Donc je tombe sur une femme, je demande comment c'est passé, est-ce que je peux vous demander, voilà, j'ai besoin de savoir, est-ce qu'il avait de l'argent sur lui, combien il vous a vendu le snack, etc. Donc là, elle m'explique que l'a acheté à Mehdi le snack, elle lui a donné 5 000 € en liquide. La vente de cette sandwicherie est la démonstration qu'il prépare quelque chose, qu'il s'apprête à disparaître. Il a vendu 5 000 €. Il a de l'argent liquide sur lui et il va pouvoir disparaître. Mehdi pourrait donc être en possession d'au moins 5 000 € en liquide. Une somme bien utile dans une éventuelle cavale. Plus accablant encore, Jennifer découvre des éléments qui vont l'aiguiller sur la piste de l'enlèvement et une possible fuite en Algérie. Je vois qu'il est inscrit à plusieurs sites différents où il a des conversations, ou sur ces conversations avec ces personnes, parfois d'Algérie, il leur dit qu'il prévoit de venir vivre en Algérie au mois de mars avec son fils qui s'est séparé de sa mère, voilà, ce genre de choses. Mehdi aurait-il mis ses menaces d'enlèvement à exécution en prenant soin de ne laisser aucune trace? Suite à ces découvertes inquiétantes, Jennifer contacte la préfecture de Toulouse pour savoir si des papiers d'identité ont été faits au nom de son fils. Et là, on m'apprend qu'un mois avant la disparition, il a été fait une demande de carte d'identité au nom de mon fils. Donc déjà, pour moi, c'était quand même difficile parce que je me dis, y a des choses qu'il ne m'a pas dites, quoi. Il a fait une demande de carte d'identité sans m'en parler. Jennifer est désemparée. Cette fois-ci, elle en est certaine. Mehdi et Habib sont partis à l'étranger. En pleurs, la jeune femme s'apprête à raccrocher son téléphone. Mais son interlocuteur va tout de même lui annoncer une nouvelle, synonyme de lueur d'espoir.
la carte d'identité de Habib est toujours dans les locaux de la préfecture. Il n'est jamais allé la chercher, donc il n'a pas ces papiers-là avec lui. Mais quelque part, voilà, entre les messages « je vais venir vivre en Algérie » et ça, quelque part, je me dis quand même, il prévoyait quand même d'avoir des papiers de son fils avec lui, donc bon. Pour quelle raison Mehdi a-t-il demandé une carte d'identité pour Habib ? Et encore plus surprenant, pourquoi ne l'a-t-il pas récupérée ? La jeune femme poursuit seule ses investigations et se souvient que tous les papiers d'identité de Mehdi sont périmés. Mais le jeune homme a la double nationalité. Alors elle se rend au consulat algérien pour savoir s'il a renouvelé ses papiers. Elle me dit honnêtement, normalement, j'ai pas le droit de vous donner cette information. Et il me dit, il n'a pas refait de papiers et ils sont toujours périmés. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus. Donc je me dis, mais ça au moins c'est réglé, je sais qu'il peut pas voyager avec ça. Merci d'avoir écouté la première partie de ce podcast consacré à l'affaire du petit Habib. Dans la seconde partie de cet épisode, vous allez découvrir comment la mère de famille a mené sa propre enquête. Sur la piste des tueurs en série, le podcast. Sur une feuille, 35 cases vides précédées de cette phrase terrible, la liste des victimes est la suivante. Fidèle à sa perversité, le vieil homme ne donne pas de nom. Michel Fourniret est un tueur absolu. Il a forcément tué toute sa vie. Donc, bien sûr qu'il existe d'autres victimes. Sur la piste des tueurs en série, c'est l'un des 200 podcasts à écouter sur l'application RTL. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la seconde partie de cet épisode, consacré à l'affaire du petit Habib, vous allez découvrir comment la mère de famille a mené sa propre enquête. Avec moi, vous entendrez les voix de Jennifer Dana, la mère d'Habib, d'Émilie et Jonathan Dana, ses frères et sœurs, ainsi que des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Ces informations ne laissent plus de doute possible. Mehdi et Habib sont dans la nature, sans papier d'identité valide. Il leur est donc théoriquement impossible de partir à l'étranger. Le mystère s'épaissit autour de leur disparition. Mehdi serait-il allé jusqu'à quitter clandestinement la France ? Jennifer et sa sœur décident d'aller à l'Hospitalet près d'Andorre. Souvenez-vous, c'est ici que pour la dernière fois, le portable de Mehdi a borné. Ma sœur décide avec ma grande sœur d'aller directement sur place, interroger, poser des affiches, questionner, essayer de savoir s'il y a peut-être quelqu'un qui aurait remarqué plus facilement, entre guillemets, un inconnu, un étranger au village, avec une poussette, un enfant, voilà, que quelqu'un puisse peut-être se souvenir. Je me dis, s'il est là-bas, il fait peut-être froid, faut que je prévoie des affaires, un bibi, tout ça, donc je prends un sac, je mets une brique de lait, je prends un biberon, je prends une couverture, sa tétine qu'il avait laissée quand il est parti, des trucs, je me dis, qu'il manque de rien quand je vais le récupérer, Donc, quelque part, il y a quand même un espoir de se dire, ça y est, j'ai peut-être les retrouver. Je porte à porte, j'avais imprimé des avis de recherche, je remets au commerçant, exposer sa vie, tout ce qu'on traverse depuis un mois, tout ce désespoir, franchement, c'est inhumain d'avoir à faire ça. J'ai passé des heures à arpenter les rues, à poser des questions, et puis, contrainte et forcée de faire marche arrière et de rentrer à la maison complètement bredouille, sans rien. Et on se dit, ça avance toujours pas, en fait. Jennifer tombe dans une profonde dépression. La jeune femme commence à abandonner tout espoir de revoir son fils. Et pourtant, elle cherchait au bon endroit. Car 4 mois plus tard, l'Hospitalet près d'Andorre va être le théâtre d'un terrible rebondissement. Je tombe sur un article de presse sur un quotidien sur lequel je suis abonnée, sur mon téléphone. Je vois qu'on a découvert un corps qu'ils n'ont pas réussi à identifier dans le lit de la rivière de l'Ariège, proximité de la commune de l'Hospitalet près d'Andorre. En Ariège, le mystère reste complet après la découverte en altitude, non loin du barrage de l'Hospitalet près d'Andorre, d'un cadavre sans tête. On ne sait pas qui est la victime et aucun véhicule n'a été retrouvé à proximité par les enquêteurs. Ce jour-là, des techniciens d'EDF vont faire un lâcher d'eau dans la rivière Ariège sur la commune de l'Hospitalet près d'Andorre. Et en faisant ce lâcher d'eau,
Ils voient une masse qui est emportée par le courant. Alors, ils essayent un peu de l'identifier, mais elle passe à travers les pales du barrage. Et donc, ils décident quand même de la suivre parce que ça les interpelle. Et finalement, ils vont retrouver ce qui va s'avérer être un corps humain avec cette particularité assez terrifiante, c'est que le corps est sans tête. Il n'y a aucune espèce, je pense même chez ma sœur, de soupçon ou de possibilité que ça puisse être Mehdi. Mais comme, de toute façon, il n'y a aucun indice, aucune piste ou quoi que ce soit, elle passe un coup de fil par acquis de conscience parce que c'est le seul point commun en fait dans tout ça, c'est que le téléphone a borné pour la dernière fois à l'hospitalet, que l'article part d'un corps à l'hospitalet. Elle se dit, je pense à ce moment-là, je passe un coup de fil, mais pour être sûre de passer à côté de rien en fait. Jennifer appelle les enquêteurs en charge de la disparition de Mehdi et Habib. Au téléphone, la police semble cette fois prendre le sujet très au sérieux. Il faut dire qu'un corps retrouvé sans tête dans un petit village d'une centaine d'habitants, l'affaire fait grand bruit dans la région. Par rapport aux indications qu'elle fournit, y a des éléments qui peuvent être concordants. Et donc, ils lui indiquent qu'ils vont solliciter les parents de Mehdi, et notamment sa mère, sans forcément lui faire part de cet élément clé, pour lui dire que c'est au sujet de la disparition, etc., pour pouvoir faire un prélèvement ADN et pour pouvoir comparer l'ADN avec celui de Mehdi et voir si le corps repêché est le sien. Une semaine plus tard, Jennifer reçoit un appel téléphonique du commissariat. La jeune femme est convoquée en urgence. Je m'installe pour la première fois dans les bureaux de la brigade des mineurs, donc avec la personne en charge de l'affaire. Elle parle un peu de plein de choses. Et elle continue de pianoter sur son ordinateur et sans même me regarder, elle me dit on a eu les résultats ADN et les résultats concordent à 99,9%. Mais jamais prêt à entendre un truc pareil. C'est pas possible en fait. Et malgré toute la colère que j'avais après lui, il y a des espoirs que j'ai eu de les retrouver. Quand on vous annonce ça, je dis qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne mérite ça. La première piste exploitée par la police est celle du suicide. L'Ariège, enfin en tout cas à cet endroit-là, l'Ariège est une petite rivière qui traverse le village. Donc c'est pas un endroit où il est aisé, entre guillemets, de se suicider. Il y a 80 cm de profondeur. S'il avait voulu faire ça, la première chose qu'il aurait faite, c'est de me laisser une lettre, m'envoyer des textos pour me faire culpabiliser et me dire qu'il allait commettre, qu'il allait se suicider, peut-être avec notre fils. Et là, non, c'était pas du tout le cas. Donc je pense que son intention était de revenir quand même. La thèse du suicide écartée, les enquêteurs consultent le fichier des dépôts de plainte de la gendarmerie de l'Hospitalet, près d'Andorre. Ils vérifient s'il y a un événement inhabituel qui a été relevé ces dernières semaines. 2 témoins ont été entendus à l'Hospitalet près d'Andorre, relativement rapidement après la découverte du corps, qui font part d'une bagarre. Avec une altercation très violente, avec des barres de fer, où un homme est quand même projeté contre un mur, tapé à la tête avec une barre de fer. Et en plus de ça, la description des vêtements que portait cette personne correspond exactement aux vêtements que portait Mehdi le jour de sa mort, en fait. Mais alors, pour quelle raison Mehdi est-il impliqué dans une bagarre? Cette rixe aurait-elle pu provoquer la mort de l'ex-compagnon de Jennifer? Et surtout, où est le petit Habib? On imagine l'effroi de cette maman qui se dit effectivement que son ex-compagnon s'est apparemment noyé dans cette rivière, mais qui reste avec toutes ces interrogations. Comment? Quand? Pourquoi? Et puis surtout, bien entendu, la plus terrifiante et la plus terrible, où est Habib? Où est Habib? Donc si lui il est mort, mon fils est mort aussi en fait. Donc il est retrouvé dans la rivière. Ils sont noyés. Est-ce qu'il a eu froid? Est-ce qu'il a eu peur? Et j'étais pas là. J'ai essayé de les retrouver, j'ai rien fait, j'ai rien pu faire. Et j'entends rien. Je crois qu'en fait je criais, mais moi j'étais pas là. Moi à cet instant-là,
J'ai la certitude que Mehdi, il a plongé avec mon neveu, quoi. Qu'on le reverra jamais. Donc oui, je m'effondre parce que... Voilà. J'ai cherché, jour, nuit, alors que depuis le début, ils étaient au fond d'une rivière. C'est des images horribles. Horribles. Et elle me dit, Madame Nana, je suis désolée. Vous aviez raison, en fait. Et vous avez été forte jusque-là, va falloir continuer à l'être. Jennifer imagine le pire pour son fils. Mais pour en avoir le cœur net, elle doit attendre que la rivière dans laquelle le corps de Mehdi a été retrouvé soit fouillée par les équipes de plongeurs de la police. Évidemment, d'importants moyens vont être déployés parce que où est Habib ? Il faut retrouver Habib. Si Habib était avec son père au moment où celui-ci a trouvé la mort, peut-être lui-même est-il mort aussi. Donc, les policiers arrivent en nombre et là vont faire des fouilles approfondies. On me présente des planches photographiques avec des vêtements. J'en identifie, j'identifie surtout la veste, la doudoune noire, et c'est la belle famille qui identifiera la veste de sport rouge. Je pleure, je suis fatiguée, j'ai peur qu'on m'annonce en fait qu'on a découvert peut-être mon fils ou des vêtements ou des choses. S'agissant d'Habib, rien. Et je crois que c'est vraiment important d'insister sur ce point. C'est que quand Habib disparaît avec son père, on est au mois de janvier, c'est un bébé de 13 mois, il fait très froid, d'autant qu'on est en Ariège, donc c'est un bébé forcément que l'on a couvert avec un bonnet, avec un manteau, avec des moufles, et on ne retrouve aucun élément. Je ne m'accrochais pas du tout à l'espoir qu'il puisse être vivant, vraiment. Je me dis que c'est peut-être possible et que j'ai le droit de l'envisager comme toutes les autres possibilités en fin de compte. Et vous allez voir qu'il y a de bonnes raisons de penser qu'Habib est toujours vivant. Car le 17 janvier, la veille de sa disparition, Mehdi quitte le domicile familial avec son fils. C'est en tout cas ce qu'affirment ses parents. Lorsque Mehdi quitte le domicile familial, il dit à son papa « je vais faire quelques courses ». Et il prend Habib. À aucun moment, les parents ne se disent « il va disparaître ». Ils pensent que Mehdi va revenir. Or, peu avant sa mort, Mehdi aurait été impliqué dans une bagarre et les témoins sont formels. Son fils n'était pas avec lui. Et puis surtout, ces deux témoins qui sont relativement précis sur la tenue vestimentaire, sur le comportement, à aucun moment, ils ne parlent d'Habib. Or, on peut quand même penser que si ce jeune homme qui se bat est accompagné d'un bébé de 13 mois en poussette, ça aurait dû les alerter. On se dit, waouh, en fin de compte, cette altercation est survenue, je crois, moins de 10 jours avant la découverte du corps, ce qui veut dire que pendant tout ce temps, Mehdi il était vivant. Donc Mehdi a enlevé Habib et il a certainement bénéficié de complicité. Le corps de Mehdi a séjourné dans l'eau au minimum 10 jours et au maximum 2 mois. Donc si on prend l'hypothèse maximum, c'est-à-dire 2 mois, on peut remonter à fin février. Donc il y a quand même un gros point d'interrogation entre le moment de la disparition, qui est le 20 janvier, et fin février. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce mois ? Où était Mehdi ? Où il a pu aller avec Habib? Où est-ce qu'il a pu voyager? Est-ce qu'il s'est rendu dans un autre pays? Est-ce qu'il a rencontré d'autres gens? Jennifer en est aujourd'hui persuadée. Mehdi n'a pas gardé son fils avec lui. Il est fort possible que quelqu'un ait pu récupérer Habib. Reste à savoir à quel moment Mehdi a pu confier notre enfant à quelqu'un d'autre, à quel moment c'est intervenu. Cette hypothèse, la famille de Mehdi la réfute en bloc. Selon la famille, il est peu probable que Mehdi ait confié Habib à quelqu'un. Il était très très proche de son fils. Non, s'il était à l'hospitalet, il était forcément accompagné d'Habib. Ensuite, ce qui s'est passé, malheureusement, à ce jour, on ne le sait toujours pas. Pour Jennifer, en revanche, Mehdi avait bien préparé un enlèvement parental pour lui soustraire définitivement Habib. Et vous allez voir qu'entre Jennifer et la famille de Mehdi, le dialogue de sourds va tourner à la guerre. En février 2014, un mois après la disparition d'Habib, Jennifer décide de médiatiser son combat. Elle ouvre une page sur les réseaux sociaux, mais elle n'imagine pas la réaction de son ex-belle-famille. On ressent une envie de nous faire taire. Bien sûr, ils ont été abattus après
Quand ils ont découvert que c'était Mehdi effectivement qui était décédé, évidemment ils ont été abattus, mais ça n'a pas changé ou renforcé l'envie de savoir où était Habib en fait. Elle va se heurter vraiment à l'hostilité de la famille et des amis de Mehdi, qui vont tenter de faire fermer cette page sur les réseaux sociaux. Il y aura même une plainte en diffamation qui va être portée à l'encontre de Jennifer, à laquelle on reproche de faire la belle, je cite les mots dans le texte, dans les médias, alors que c'est une maman désespérée qui recherche son enfant. Malgré l'hostilité de la famille de Mehdi, Jennifer n'abandonne pas ses recherches. Au contraire, elle souhaite mobiliser l'opinion publique face à l'inaction de la justice. Mais lorsque la jeune femme décide d'organiser une marche blanche, la situation dégénère. Je décide avec ma famille de faire une marche blanche au Capitole, à Toulouse, pour demander l'alerte enlèvement. Alors je sais, je fais fort, je fais exprès parce que je veux qu'on m'entende. Même si le pire est arrivé, peut-être des gens sont au courant, peut-être que des gens pourront le dire aux enquêteurs ou à moi ou n'importe qui, mais je veux savoir ce qui s'est passé parce que je ne peux pas vivre dans cette incertitude et j'ai peur de ça aujourd'hui, c'est d'avoir à vivre avec ces questions toute ma vie. Pendant cette marche blanche-là, j'ai des personnes qui arrivent, se disant des amis et des proches de la famille de ma belle-famille. Ils sont hyper agressifs quand ils arrivent, il n'y a pas de bonjour, c'est t'es une menteuse, pourquoi tu fais ça, c'est toi qui as orchestré tout ça, faut que tu arrêtes maintenant, tu vois pas tout le mal que tu fais à la famille. Les parents se sont sentis mis en cause dans la mesure où ils sont d'origine algérienne et ils avaient l'impression, parce que certaines personnes leur ont dit oui, c'est peut-être vous qui l'avez laissé là-bas, que vous le rencontrez là-bas. Or, c'est totalement faux. Les parents et la famille vivent à Toulouse, ils sont tous ici et il n'y a aucun risque que Mehdi ait confié cet enfant en Algérie et qu'il soit revenu par la suite en France. Ce n'est pas du tout possible. Impossible, selon l'avocate de la famille de Mehdi. Pourtant, lors de la marche blanche, un proche de l'ex-compagnon de Jennifer aurait eu des mots lourds de sens qui vont finir de convaincre la jeune femme qu'elle ne se trompe pas. Je me dis qu'ils ont vraiment cette volonté que je n'en parle pas et que ça se sache pas. Et puis cette personne, elle a quand même des propos en disant de toute façon le petit il a pas disparu quoi. Et une découverte va bientôt confirmer qu'il ne s'agirait pas de paroles en l'air. Voici Jonathan, c'est le frère de Jennifer. Il est passionné d'informatique et c'est grâce à lui que la jeune femme va mettre la main sur des éléments qui jettent le trouble. Il semblerait que certains proches de Mehdi en sauraient bien plus qu'ils ne veulent le dire. Je l'ai notamment aidé à récupérer un maximum d'informations sur Internet et notamment via les réseaux sociaux où on a vu des échanges de messages qui encore une fois étaient après la disparition et qui semblaient quand même suspects parce que ça mentionnait le petit, en quoi il manque ou de lui faire un bisou pour moi, ce genre de petits échanges sortis un petit peu de nulle part au milieu d'autres conversations qui n'avaient rien à voir et qui du coup avaient alerté notre attention. Ces échanges inconnus du grand public jusqu'à aujourd'hui, nous avons pu les consulter. Le premier date du 29 janvier 2014, soit 9 jours après la disparition de Mehdi et Habib. Un membre de la famille de Mehdi échange avec une autre personne et où ils vont faire état de la présence d'Habib chez eux et également la présence de Mehdi. Et on est le 29 janvier 2014. Et l'un des deux dit à l'autre « tu l'embrasseras ». Lequel répond « oui, c'est un petit garçon qui a 1 an et demi maintenant ». Qui dit tonton, qui dit papa, qui dit tata. On est 9 jours après la disparition signalée de Mehdi et d'Habib et on a ce type de discussion sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas tout. Jonathan et Jennifer découvrent un second message. Celui-ci date du 25 février, soit 37 jours après la disparition de Mehdi et Habib. Il s'agit cette fois d'un échange entre le même membre de la famille de Mehdi et son meilleur ami. Et où il dit tu embrasseras le petit Habib pour moi. Il parle aussi de Mehdi au présent en disant et en plus tu diras à son père qu'il arrête de l'habiller en crocodile, etc. Et ce message il me paraît surréaliste en fait. Ces deux échanges sont donc postérieurs à la disparition de Mehdi et Habib. Selon Jennifer, c'est la preuve qu'on lui a caché la vérité
et que son fils était encore bien vivant, au moins 37 jours après sa disparition. Donc forcément, ce message, je l'envoie de suite à l'enquêteur. J'appelle mon avocate, on transmet ça à la juge et je me dis là c'est bon quoi, ils vont sortir perquisition, ils vont aller vérifier. C'est la première fois où concrètement, factuellement, on peut lire quelque chose qui est vraiment qui peut être concret. On se dit que ça va peut-être faire avancer l'enquête, que ça va rebooster les forces de police et que ça va être enfin un élément déclencheur. Eh ben non, rien du tout en fait. Il va rien se passer. Et j'attends, vous avez bien reçu mon message? Oui. Alors au début on commence à me répondre oui, mais cet élément, il y a des doutes sur la façon dont il a été récupéré, donc on ne peut pas forcément l'utiliser. Et là mon avocate elle dit c'est pas un procès en fait, hein. Là c'est dans le cadre d'une instruction, donc peu importe comment les éléments ils sont trouvés, même s'ils sont abandonnés sur le pas d'une porte, ils sont tous valables, ça c'est des conneries. Donc elle s'énerve et on n'aura rien quoi, on n'aura rien. Si l'on en croit ce qui est écrit, Mehdi et le petit Habib auraient donc séjourné quelque temps dans l'est de la France. Nous nous sommes rendus plusieurs fois dans cette petite ville en bordure du Rhin et nous sommes restés plusieurs jours à enquêter. Nous avons retrouvé l'appartement où le père et le fils auraient été hébergés. Mais impossible pour nous de savoir si Habib habite ici, ni combien de temps il serait resté derrière cette porte. Après de nombreuses tentatives, nous avons réussi à trouver un interlocuteur au sein des autorités locales. Nous lui avons demandé un maximum de renseignements concernant Habib. Après quelques minutes, il nous a rappelé. J'ai fait faire des recherches. Il n'y a aucune trace de cet élève, ni dans nos écoles publiques, ni dans nos écoles privées. D'accord. Alors on a fait une recherche avec le prénom bien sûr, parce que le nom il n'y avait pas, c'était pas concluant, mais le prénom non plus. Alors il est peut-être dans une école, je sais pas, à l'extérieur, mais c'est vrai que la rue que vous m'avez donnée c'est bien quartier. Et spontanément j'avais pensé à l'école de quartier, mais il n'y est pas, mais dans toutes les autres écoles de ni les écoles privées dont nous avons la liste. D'accord, il n'apparaît nulle part. Non. Alors il a peut-être changé de nom, effectivement. Ou alors, il est scolarisé ailleurs ou pas du tout scolarisé. Habib serait-il tout de même dans cette ville, mais sous une autre identité ? Nous avons multiplié les demandes d'interview à la famille et les amis de Mehdi. Elles sont toutes restées sans réponse. Du côté de la police, les enquêteurs n'ont pas souhaité suivre cette piste, car selon nos informations, la justice juge les messages découverts par Jonathan et Jennifer irrecevables, car récupérés de manière déloyale dans le disque dur de Mehdi. Suite à la découverte de ces échanges, aucune perquisition, aucun interrogatoire n'aura lieu. Et comme depuis le début de cette affaire, Jennifer est désespérément seule dans son combat pour retrouver son fils. En mars 2018, 4 ans après la disparition d'Habib, Jennifer a lancé une opération sur les réseaux sociaux afin d'interpeller Brigitte Macron, la première dame. Elle invitait tous ceux qui voulaient la soutenir dans son combat à envoyer une carte postale à l'épouse du chef de l'État pour obtenir des informations et relancer l'enquête. Ce qu'on veut, c'est que l'instruction elle soit vraiment active, que le dossier il soit vraiment entre de bonnes mains et qu'il y ait de vraies recherches qui s'opèrent à partir d'aujourd'hui. Je veux plus que le dossier reste sur un coin de bureau et complètement abandonné. Je reçois une pauvre lettre. Oui, voilà, Brigitte a bien reçu votre lettre. Elle est forcément attristée d'apprendre ça. De son côté, elle n'est pas en mesure d'intervenir directement. Elle transfère ça à la garde des Sceaux et elle vous souhaite bon courage, quoi. Et là, il va falloir attendre parce que la garde des Sceaux de l'époque, Madame Belloubet, va répondre plusieurs mois après pour me dire qu'elle n'est pas compétente pour intervenir et que la justice se fera, quoi. Donc, fera son travail et puis voilà. Donc en fait, ils n'ont même pas lu mon courrier, quoi. Voilà. Cette lettre ne permettra donc pas de relancer l'enquête. Retour à la case départ pour Jennifer.
Aujourd'hui, Habib a 9 ans. Cela fait 8 ans que sa maman le recherche désespérément. Interpol a lancé un avis de recherche dans plus de 190 pays pour tenter de retrouver l'enfant. Tant bien que mal, Jennifer a réussi à refaire sa vie. Elle est aujourd'hui à nouveau maman. Pour autant, cette mère courage n'abandonne pas son combat, qu'il soit mort ou vivant. Elle ne cessera jamais de rechercher Habib. Habib, aujourd'hui, il a un petit frère, donc il compte dans la vie de cet enfant, il fait partie de cette famille. Et pour toute une famille, mais en particulier pour Jennifer qui est sa maman, encore une fois, renoncer à le chercher, c'est l'abandonner. Et pour elle, c'est pas possible. Voilà. Moi, ma soeur, le seul truc que je lui souhaite, c'est de retrouver la paix d'esprit. Même si je sais qu'elle pourra pas complètement tourner la page, je souhaite juste qu'elle puisse avoir assez d'éléments ou assez de réponses pour pouvoir passer à autre chose, ou en tout cas ne plus avoir à subir tout ça, subir toutes ces recherches. Cette accumulation qui, au fil des années, n'en finit pas et qui continue de l'attrister et de lui faire perdre de plus en plus espoir et perdre pied. Mais je me dis, on va peut-être un jour m'annoncer, voilà, il est vivant, faut venir. Enfin, j'essaye de me préparer à l'idée, mais vraiment, on m'aurait dit ça il y a 7 ans, quelques mois après, ça aurait été le bonheur. Aujourd'hui, si, ce sera un soulagement de me dire qu'il va bien, qu'il est peut-être en bonne santé, parce qu'on se dit aussi qu'on va peut-être m'annoncer qu'on l'a maltraité pendant 7 ans, donc là, franchement, ce serait difficile, mais on imagine qu'il va bien, on a pris soin de lui, on vous appelle. Il faut se préparer à l'idée qu'on va avoir un enfant qu'on va peut-être pas reconnaître et qui ne vous connaît pas, qu'il a été arraché à la famille avec laquelle il était depuis toutes ces années et qui a certainement pris soin de lui. Et moi, j'ai mis tellement de temps à trouver un équilibre. Enfin, ça peut paraître fou, mais aujourd'hui, j'ai appris à vivre avec cette idée qu'il est vivant, qu'il est quelque part, que son destin était peut-être loin du mien et que je devrais attendre qu'il soit suffisamment grand pour le retrouver. Je vis avec ça. J'ai appris, j'ai pas eu le choix. Mais comment ça va se passer en fait? Quand je vais devoir lui parler de son père parce qu'il va avoir des questions, quand il va me dire « Maman, tu m'as pas cherché en fait ». Et pire, j'aurais peur de lire du chagrin quoi, après tout ce qu'il a vécu et ça me fait terriblement peur, mais je suis sa mère, donc on fera par étapes. Donc quoi qu'il arrive, je pense que je le serrerai dans mes bras et puis on verra au jour le jour, quoi. Merci d'avoir écouté la seconde partie de ce dossier consacré à la disparition du petit Habib. À ce jour, le petit garçon reste toujours introuvable. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire sur l'appli RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. Je vous dis à bientôt. Sur la piste des tueurs en série, le podcast. Sur une feuille, 35 cases vides précédées de cette phrase terrible, la liste des victimes est la suivante. Fidèle à sa perversité, le vieil homme ne donne pas de nom. Michel Fourniret est un tueur absolu. Il a forcément tué toute sa vie. Donc, bien sûr qu'il existe d'autres victimes. Sur la piste des tueurs en série, c'est l'un des 200 podcasts à écouter sur l'application RTL. Le parquet résonnait encore du bruit sec de la pluie frappant les vitres, comme si le ciel lui-même voulait laver le sang d'une vérité trop longtemps tue. C'était un matin gris de février 2005, et la ville semblait retenue dans un souffle suspendu, celui d'un secret qui menaçait d'éclater à chaque coin de rue. Dans un petit appartement du centre, un homme gisait sur le sol, les yeux ouverts mais éteints, la vie disparue comme une bougie soufflée par un vent invisible. À côté de lui, un bureau en bois massif, ancien, portait des traces presque invisibles de lutte. Un tiroir entrouvert laissant entrevoir ce qui allait devenir la clé d'une énigme que personne n'avait encore soupçonnée. Le temps semblait se plier autour de cette scène, chaque seconde lourde de questions, chaque mouvement suspendu comme si l'air lui-même retenait son souffle, conscient qu'un événement majeur venait de se produire. Les policiers arrivèrent rapidement, alertés par un voisin inquiet
qui avait entendu un bruit sourd suivi d'un silence troublant. Le premier inspecteur sur place, un homme à l'œil perçant et au visage marqué par des années de confrontation avec l'ombre humaine, scruta la pièce avec une précision chirurgicale. Il nota chaque détail. La position du corps, la tasse de café renversée sur le sol, la pile de papier déplacée sur le bureau, comme si la vérité elle-même avait été dérangée avant de se cacher. Il sentit ce mélange familier de curiosité et de frisson qui accompagne les scènes de crime les plus déroutantes. Ici, rien ne semblait évident, et pourtant tout promettait de révéler un secret profond, intime, un indice que quelqu'un avait soigneusement dissimulé. Le nœud de cette affaire n'était pas le meurtre lui-même, mais la disparition d'informations cruciales qui semblaient s'évaporer dans l'air. L'appartement appartenait à Laurent Dupont, un fonctionnaire discret, apprécié de ses collègues, mais dont la vie privée demeurait un labyrinthe que même les plus proches amis n'osaient explorer. Ses voisins parlaient de lui comme d'un homme calme, presque effacé, qui disparaissait dans son travail et revenait tard le soir, les yeux fixés sur un horizon invisible. Pourtant, derrière cette façade tranquille, quelque chose de dangereux avait germé. Les premières constatations laissaient supposer qu'il connaissait son assassin, ou du moins qu'il avait été averti que le danger le guettait. En inspectant le bureau, les enquêteurs remarquèrent un tiroir légèrement différent des autres, une serrure presque invisible qui avait été forcée avec une précision inhabituelle. À l'intérieur, sous un tas de dossiers apparemment anodins, ils découvrirent une enveloppe jaunie par le temps. Le sceau était intact et le papier portait des marques subtiles d'usure, comme si quelqu'un avait voulu dissimuler sa présence, mais sans oser le détruire. Le simple fait de tenir cette lettre dans leurs mains provoqua un frisson chez les policiers, un pressentiment que derrière cette feuille de papier se cachait plus qu'un message. Un fragment de vérité capable de bouleverser l'ordre établi, de révéler des liens que personne n'aurait imaginés. La lettre elle-même n'était pas longue, mais chaque mot semblait peser des tonnes. Les phrases étaient écrites dans une calligraphie soignée, presque élégante, mais derrière cette apparente beauté se lisait une tension sourde, une urgence qui transperçait le temps et l'espace. L'auteur parlait de menaces à peine voilées, d'obligations imposées par des forces invisibles et de secrets qu'il était impossible de révéler publiquement. Chaque ligne était un puzzle, chaque mot une pièce manquante que les enquêteurs devraient replacer pour comprendre l'ensemble. Cette simple découverte allait transformer une enquête banale en un labyrinthe de motivations, de trahisons et de révélations inattendues. Le quartier lui-même semblait retenir son souffle, les rues étroites baignées d'une lumière blafarde, les cafés silencieux où les conversations s'interrompaient dès qu'un uniforme apparaissait. Les témoins interrogés parlaient peu, certains paraissant nerveux, d'autres étrangement calmes, comme si l'événement leur appartenait autant qu'à la victime. Des rumeurs circulaient sur les relations de Laurent Dupont, sur des rencontres nocturnes et des échanges mystérieux qui défiaient la logique du quotidien. Mais il fallait distinguer le vrai du faux, le danger réel des illusions nées de l'imagination populaire. À mesure que l'enquête avançait, les inspecteurs commencèrent à reconstituer la vie de la victime, à explorer les ramifications invisibles de son existence. Laurent n'était pas seulement un fonctionnaire discret. Il avait été témoin de faits qui auraient dû rester secrets, des informations que certains voulaient enterrer à jamais. Le simple fait qu'il ait conservé cette lettre, avec un soin presque obsessionnel, suggérait qu'il avait anticipé sa propre disparition, ou du moins qu'il avait compris l'ampleur du danger qui le menaçait. Ce document devenait alors le centre de toutes les attentions, le fil fragile qui, s'il était tiré correctement, mènerait à la résolution d'un mystère que personne n'avait encore osé imaginer. Dans les jours suivants, l'analyse de la lettre révéla des indices subtils, une empreinte digitale partielle, une trace d'encre spécifique, une formulation de phrase qui n'appartenait qu'à un cercle restreint de personnes. Chaque découverte ouvrait de nouvelles portes, mais elle complexifiait également l'affaire, ajoutant des couches de mystère et de suspicion. La police comprit rapidement que cette enquête ne serait pas une simple confrontation entre victimes et assassins, mais un réseau d'ombres et de secrets, un labyrinthe où chaque couloir cachait un nouveau danger et chaque pièce une vérité partielle. Ce premier matin sur les lieux marqua le début d'un voyage où le temps semblait s'étirer, où chaque détail devenait crucial, où le moindre faux pas pouvait condamner l'investigation. Le frisson qui parcourait les enquêteurs n'était pas seulement celui de la peur, mais celui de l'excitation intellectuelle, cette certitude que derrière chaque énigme, chaque pli de papier, chaque regard détourné,
se cachait une réponse capable de bouleverser l'ordre du monde quotidien. Et au milieu de cette atmosphère électrique, la lettre restait là, silencieuse et immuable, un témoin muet mais éloquent, attendant d'être lu avec la patience et l'intuition nécessaires pour révéler le cœur d'une affaire qui allait bientôt captiver non seulement les enquêteurs, mais toute la ville. Dès que la lettre fut sécurisée par les enquêteurs, l'appartement sembla se refermer sur lui-même, chaque mur, chaque meuble, chaque objet devenant un témoin silencieux de ce qui s'était joué cette nuit-là. Les analystes légistes furent appelés, scrutant chaque centimètre de la scène du crime avec une précision obsessionnelle. Ils examinèrent le corps de Laurent Dupont, notant l'orientation des blessures, l'absence de lutte apparente et l'état du sol autour du bureau. Un détail attira immédiatement l'attention. Un petit éclat de verre, presque invisible, posé sur le tapis, qui aurait pu passer inaperçu pour un œil non averti. L'inspecteur principal saisit l'importance de ce fragment, pressentant que ce petit morceau de réalité brisée détenait déjà une part de la vérité. Le profil psychologique de la victime fut immédiatement dressé par le service spécialisé. Laurent n'était pas un homme impulsif. Ses gestes, ses choix et même ses habitudes quotidiennes révélaient une personnalité méthodique, prudente, consciente des dangers latents. Pourtant, dans ce comportement régulier, se lisait une tension presque constante, une peur contenue, comme s'il pressentait que sa tranquillité apparente était une illusion fragile, prête à se briser à tout moment. Les enquêteurs se demandaient alors, qui aurait pu connaître ses habitudes avec une telle précision pour frapper de manière aussi ciblée et calculée? Dans les premiers jours, les interrogatoires se succédèrent. Les collègues de Laurent évoquaient un homme discret mais compétent, capable de garder des secrets professionnels, mais peu enclin à se confier sur sa vie privée. Les voisins, eux, peinaient à se souvenir de détails significatifs, certains niant même l'avoir jamais vu sortir de chez lui à des heures inhabituelles. Pourtant, derrière ces silences et ces contradictions, l'enquêteur sentait un réseau complexe de relations, de liens invisibles mais puissants qui ne demandaient qu'à être mis au jour. Chaque témoignage, même contradictoire, devenait une pièce du puzzle, un indice précieux pour comprendre le cheminement du destin qui avait conduit Laurent à cette fin tragique. Pendant ce temps, la lettre continuait de captiver l'équipe. Les mots, soigneusement choisis, semblaient à la fois clairs et cryptiques, révélant des fragments de menaces et d'avertissements tout en masquant l'identité de l'expéditeur. L'expertise graphologique permit de distinguer un style d'écriture familier mais maîtrisé, chaque courbe et chaque point témoignant d'une volonté de contrôle. Une analyse chimique de l'encre montra une composition inhabituelle, rarement utilisée dans la correspondance ordinaire, suggérant que l'auteur possédait des connaissances ou des ressources spécifiques, un accès à des matériaux difficiles à obtenir. Cette découverte transforma la lettre en une véritable clé, un objet central autour duquel gravitaient toutes les pistes et toutes les hypothèses. À mesure que l'enquête progressait, des détails troublants émergèrent sur les semaines précédant la mort de Laurent. Des appels téléphoniques anonymes, des déplacements nocturnes inexpliqués et des rencontres avec des personnes non identifiées qui n'avaient jamais été mentionnées auparavant. Tout cela dessina une toile invisible, un échiquier où chaque pièce avait un rôle précis et où chaque mouvement pouvait déclencher une réaction fatale. Les policiers comprirent alors que le meurtre n'était pas un acte impulsif, mais la conclusion d'un plan méticuleusement orchestré, un scénario écrit avec une patience redoutable et une intelligence froide. Le quartier, d'ordinaire tranquille, commença à murmurer. Les passants, les commerçants, même les enfants jouant dans les ruelles étroites semblaient ressentir une tension inhabituelle, comme si le silence de Laurent avait laissé un vide palpable, un espace où le danger et le secret se côtoyaient. Les rumeurs de relations cachées, de conflits professionnels et de pactes oubliés se mêlaient aux hypothèses policières, créant une atmosphère où la réalité et la fiction semblaient s'entrelacer. L'inspecteur principal, habitué aux enquêtes difficiles, sentait cette pression invisible peser sur chaque décision, chaque hypothèse, chaque question posée aux témoins. La lettre, pourtant, continuait d'offrir des indices. Une référence subtile à un lieu précis, mentionnée en passant, incita l'équipe à inspecter un dépôt discret à la périphérie de la ville. Là, sous des planches et des cartons recouverts de poussière, fut retrouvé un carnet, soigneusement rangé mais visiblement consulté récemment. Chaque page contenait des notes fragmentaires, des noms, des dates et des lieux, comme une cartographie mentale du danger qui avait menacé Laurent. Les enquêteurs réalisèrent
que cette découverte ne fournissait pas seulement des indices sur le crime en lui-même, mais révélait également le degré de conscience et de prudence de la victime, qui avait anticipé chaque mouvement, chaque menace, chaque possibilité de trahison. Les éléments commençaient à converger vers une vérité troublante. La victime connaissait son assassin, ou du moins pressentait l'identité de celui qui voulait l'éliminer. La lettre et le carnet constituaient des fragments d'un avertissement silencieux, des preuves tangibles que Laurent avait cherché à protéger quelque chose de vital. L'enquête devint alors un équilibre délicat entre la recherche de l'auteur et la compréhension de la victime, une plongée dans un labyrinthe où chaque chemin était pavé de mensonges, de peurs et de stratégies soigneusement calculées. Dans cette atmosphère tendue, la police décida d'élargir l'investigation aux cercles sociaux de Laurent. Les contacts professionnels, les amis proches, les relations lointaines, tout fut passé au crible. Des incohérences apparurent, des comportements suspects, des silences oppressants, des regards fuyants. Chaque détail, chaque infime indice semblait confirmer que le meurtre n'était qu'un fragment d'une intrigue plus vaste, un plan dessiné avec précision et mis à exécution avec froideur. Les enquêteurs ressentirent la présence d'un esprit méthodique, capable de manipuler la réalité et de dissimuler ses intentions derrière un voile d'ordinaire et de banalité. Et dans ce jeu de masques et de secrets, la lettre restait le pivot de toute la vérité, l'objet autour duquel tournait la destinée de Laurent et la perspicacité de ceux qui tentaient de comprendre. La peur, la prudence et la clairvoyance s'y mêlaient, créant un document à la fois fragile et puissant, capable de révéler les motivations profondes de l'auteur tout en mettant en lumière la résilience et la lucidité de la victime. Les jours suivants allèrent démontrer que chaque détail relevé, chaque phrase analysée, chaque indice recueilli serait crucial pour comprendre non seulement le crime, mais l'âme de ceux qui avaient participé à cette tragédie et la chaîne invisible de décision qui l'avait rendue possible. Les jours qui suivirent cette découverte initiale plongèrent l'équipe d'enquêteurs dans un rythme infernal, où chaque minute semblait cruciale et où chaque détail pouvait changer le cours de l'affaire. Les experts en informatique furent appelés pour analyser les communications de Laurent, ses courriels, ses agendas numériques et même les fichiers effacés, comme si la vérité avait tenté de se dissimuler derrière la technologie moderne. Chaque contact, chaque correspondance révélait des fragments de discussions inquiétantes, des avertissements voilés, des mots choisis avec prudence, presque codés, qui suggéraient que Laurent n'avait jamais été seul face au danger. L'examen de la scène du crime et du carnet trouvé au dépôt permit de tracer une carte mentale des lieux et des interactions. Les enquêteurs réalisèrent que Laurent avait méticuleusement noté les allées et venues de certaines personnes, les horaires précis des visites et même des détails mineurs sur des incidents apparemment anodins. Cette précision fascinait et inquiétait à la fois. Elle révélait une conscience aiguë du danger, une anticipation des menaces et un effort désespéré pour laisser une trace de la vérité avant que l'inévitable ne survienne. Parmi les noms notés, certains revenaient avec insistance et une première hypothèse commença à se dessiner. Il existait un cercle de personnes au pouvoir discret mais menaçant, capables d'influencer des événements au-delà de la perception normale. Les inspecteurs décidèrent alors de mener des interrogatoires plus ciblés, suivant des pistes qui les conduisirent dans des bureaux austères, des appartements anonymes et des lieux publics où l'apparente normalité masquait une tension palpable. Chaque rencontre était un jeu de regard, de silence et de demi-vérité, et l'enquêteur principal comprit rapidement que la résolution de cette affaire nécessiterait non seulement des preuves tangibles, mais également une compréhension profonde des relations humaines et des motivations cachées. Les analyses scientifiques continuèrent de livrer des résultats surprenants. Une empreinte digitale partielle retrouvée sur le bureau de Laurent, associée à l'encre particulière de la lettre, permit d'isoler un cercle restreint de suspects ayant accès à ces matériaux. De plus, des résidus chimiques sur le carnet suggéraient que certaines pages avaient été manipulées dans des conditions spécifiques, révélant une précaution extrême dans la gestion des informations sensibles. Ces indices, combinés aux témoignages et aux fichiers informatiques, tissaient une toile complexe, où chaque fil semblait mener à un secret plus profond et plus dangereux. La tension monta encore lorsque des témoins anonymes commencèrent à se manifester. Des appels, des messages, parfois même des rencontres furtives dans des cafés ou des parcs isolés, fournissaient des informations partielles, souvent contradictoires, mais toujours suffisamment intrigantes pour orienter l'enquête. L'un de ces témoins rapporta avoir vu Laurent discuter avec une personne inconnue dans un train quelques semaines avant sa mort, échange qui semblait anodin mais qui, à la lumière des indices ultérieurs,
prenait une dimension inquiétante. La police commença alors à considérer que le meurtre ne relevait pas simplement d'un conflit personnel, mais pouvait être lié à une machination plus vaste, orchestrée avec intelligence et discrétion. Les nuits devinrent longues pour l'équipe, entre analyse de données, vérification sur le terrain et relecture minutieuse de la lettre. Chaque mot, chaque ponctuation, chaque référence obscure était décortiquée, car l'expérience avait appris aux enquêteurs que la vérité se cachait souvent dans les détails les plus imperceptibles. L'enquêteur principal se rappelait des affaires anciennes, où un simple trait de stylo ou une formulation particulière avait permis de résoudre des crimes longtemps considérés comme insolubles. Il savait que cette lettre, soigneusement dissimulée dans le bureau, n'était pas un hasard. Elle était la clé, l'ultime trace laissée par Laurent pour guider ceux qui sauraient lire entre les lignes. Alors que les investigations avançaient, un schéma de menaces se dessina. Des messages anonymes, des avertissements subtils et des tentatives de manipulation semblaient converger vers un objectif précis. La victime, consciente de ce danger, avait entrepris de documenter ses interactions avec minutie, créant un dossier fragmenté mais cohérent, un testament invisible destiné à révéler la vérité si son destin devait basculer. L'intelligence derrière cette préparation frappait les enquêteurs. Laurent n'avait pas été une victime passive, mais un acteur lucide dans un jeu mortel, essayant de transmettre un message malgré les contraintes et les risques. L'exploration des lieux secondaires mentionnés dans le carnet permit de retrouver des objets apparemment insignifiants, mais porteurs d'informations cruciales. Une clé, un ticket de métro, un reçu, chaque élément devenant un témoin silencieux, un jalon sur le chemin vers la révélation. La police réalisa alors que résoudre ce crime nécessiterait non seulement de rassembler les preuves matérielles, mais également de reconstruire la logique et la stratégie de la victime, de comprendre son raisonnement, ses anticipations et sa manière de se protéger contre une menace invisible. En parallèle, la dimension psychologique de l'affaire se révéla incontournable. Les enquêteurs devaient interpréter non seulement les faits, mais aussi les émotions, les peurs et les calculs des personnes impliquées. Chaque silence, chaque hésitation, chaque contradiction dans les témoignages révélait des nuances sur la nature humaine et les mécanismes de la manipulation, de la dissimulation et de la trahison. L'affaire dépassait désormais la simple enquête criminelle. Elle devenait une immersion dans un monde où le pouvoir, la peur et la conscience s'entrelacent. Un labyrinthe où la vérité se révèle par fragments et où la lucidité devient une arme indispensable. Les découvertes s'accumulaient et avec elles, le sentiment que le temps jouait contre les enquêteurs. Chaque jour apportait son lot d'indices, mais également de nouvelles questions, de nouvelles contradictions. La lettre restait au centre de ce tourbillon, guide silencieux et énigmatique, rappel constant que la vérité n'était jamais simple et qu'elle exigeait une persévérance, une patience et une acuité hors du commun. Les policiers comprirent que l'issue de l'affaire dépendrait de leur capacité à lire entre les lignes, à relier les fragments de preuves dispersés et à reconstruire la chaîne des événements qui avaient conduit à la mort de Laurent Dupont. Au fur et à mesure que les pièces du puzzle s'alignaient, une tension palpable s'installait dans l'équipe. La certitude que chaque détail pouvait être décisif rendait chaque moment crucial, chaque décision lourde de conséquences. Les enquêteurs ressentirent la responsabilité écrasante de traduire en justice non seulement l'auteur du crime, mais également de rendre hommage à l'intelligence et à la vigilance de la victime, qui avait laissé derrière elle un témoignage crypté et une piste méticuleusement tracée, un ultime message dans un monde où le silence et la peur dominaient. Les semaines suivantes plongèrent l'enquête dans un labyrinthe de détails, chacun porteur de dangers et de révélations insoupçonnées. La police élargit son champ d'investigation aux interactions périphériques de Laurent. Collègues lointains, fournisseurs, connaissances éphémères et contacts que l'on croyait anodins. Chacun devint un point sur une carte invisible, un indice potentiel pour comprendre la mécanique du crime. Les enquêteurs constatèrent que Laurent n'était pas simplement victime d'un meurtre ciblé, mais acteur involontaire d'une intrigue bien plus vaste, où le pouvoir, l'intimidation et le secret s'entrelaquaient avec une précision presque chirurgicale. Un élément crucial surgit lorsqu'un employé de l'immeuble évoqua avoir vu Laurent sortir tard dans la nuit, portant un sac volumineux, et rejoindre un quartier isolé de la ville. La police revint sur cette piste, fouillant les lieux, interrogeant les habitants, et retrouva une boîte en métal, soigneusement dissimulée sous un banc dans un parc désert. À l'intérieur, des documents, des photographies et des notes chiffraient un récit clandestin, exposant des relations secrètes
et des transactions suspectes. Chaque page révélait la profondeur de la conscience de Laurent face aux menaces qui l'entouraient et montrait comment il avait tenté de laisser une trace pour ceux qui chercheraient la vérité après sa disparition. La tension monta d'un cran lorsque les enquêteurs analysèrent ces documents. Certains noms mentionnés étaient liés à des affaires de corruption et d'extorsion, d'autres à des individus dont l'influence semblait toucher des sphères politiques et économiques. La complexité de la situation devint évidente. Laurent n'avait pas été la cible d'un acte isolé, mais d'un engrenage méthodique, impliquant plusieurs acteurs dont les motivations oscillaient entre intérêt personnel, intimidation et contrôle. Chaque découverte contraignait la police à naviguer dans un réseau où la loyauté et la trahison coexistaient dans une ambiguïté troublante, et où la vérité devait être extraite avec une délicatesse intellectuelle et une vigilance constante. Pendant ce temps, la lettre restait un guide silencieux mais puissant. Sa structure et ses références codées devinrent un outil pour décoder les fragments de vérité dispersés dans les photographies et les notes. L'expertise graphologique et linguistique permit de relier certaines phrases de la lettre à des annotations spécifiques dans le carnet retrouvé au dépôt, révélant des liens subtils entre les menaces anticipées et les documents dissimulés. La compréhension de ce fil conducteur devint un point d'ancrage pour les enquêteurs, leur donnant un aperçu de la logique de la victime et de la manière dont elle avait tenté de prévoir chaque action susceptible de la mettre en danger. Les interrogatoires se poursuivirent avec une intensité accrue. Des témoins, autrefois silencieux, commencèrent à parler sous la pression des preuves accumulées. Chaque récit apportait son lot de contradictions et de détails inattendus. Un employé mentionna des réunions secrètes dans un café désert à l'aube, où Laurent discutait avec des individus aux intentions opaques. Une ancienne collègue rappela des appels mystérieux qu'il recevait à des heures inhabituelles, souvent interrompus brusquement. L'accumulation de ces indices dessinait un tableau inquiétant. Laurent était surveillé, évalué, et chaque mouvement semblait anticipé par des forces qu'il ne pouvait contrôler. Une découverte particulièrement troublante survint lorsque les enquêteurs retrouvèrent un enregistrement audio caché dans un appareil ancien appartenant à Laurent. Les mots, prononcés à voix basse mais distinctement, relataient une peur croissante et une certitude que son environnement immédiat était à infiltrer par des observateurs invisibles. L'effet sur l'équipe fut immédiat. La réalité du danger se fit plus tangible, plus oppressante. Ce document sonore, associé à la lettre et au carnet, consolidait l'idée que la victime avait été consciente de sa vulnérabilité et avait agi de manière stratégique pour laisser des traces de sa perspicacité. La ville elle-même semblait répondre à cette tension. Les rues étroites et silencieuses, les fenêtres opaques des immeubles voisins, le léger bruissement du vent entre les bâtiments formaient un théâtre où le danger et l'invisible semblaient coexister. Les policiers percevaient cette atmosphère comme une extension de l'ombre qui avait suivi Laurent, un témoin omniprésent de l'ingéniosité et de la méthodologie de son assassin. Chaque déplacement, chaque analyse, chaque interrogatoire s'inscrivait dans un ballet complexe où le temps pressait et où la moindre erreur pouvait compromettre l'issue de l'affaire. Alors que les investigations progressaient, la dimension humaine du drame se révélait avec intensité. Les enquêteurs ne se contentaient pas d'analyser des preuves matérielles. Ils exploraient également l'âme de la victime et des suspects, cherchant à comprendre les peurs, les motivations et les logiques intérieures qui avaient conduit à l'issue tragique. La lettre, le carnet, les photographies et les enregistrements devinrent autant de fenêtres sur l'esprit de Laurent, révélant non seulement son intelligence et sa vigilance, mais aussi sa solitude face à des forces invisibles. La complexité de l'affaire devint telle que l'équipe dut organiser des séances de brainstorming intensives, croisant chaque information avec l'ensemble des indices, essayant de reconstruire le déroulement exact des événements. La police réalisa que l'assassin avait probablement observé chaque action de Laurent, anticipé ses réactions et orchestré le crime avec une précision qui conférait à l'ensemble une dimension presque mécanique. L'ingéniosité du meurtrier et la clairvoyance de la victime se mêlaient dans une danse macabre, où chaque mouvement, chaque décision, chaque trace laissait entrevoir un plan plus vaste que ce que la surface laissait paraître. Au fur et à mesure que le puzzle prenait forme, un sentiment de gravité et de respect s'installait parmi les enquêteurs. Laurent n'était pas simplement une victime passive, mais un acteur lucide, préparé, qui avait tenté de survivre et de transmettre un message au-delà de sa disparition. La lettre, avec sa subtilité, sa structure et ses avertissements cryptés,
était devenu le symbole de cette intelligence et de cette anticipation, un phare dans l'obscurité qui guidait la police à travers un dédale d'indices et de menaces. Et dans ce théâtre de secrets et de calculs, la certitude commençait à émerger que la vérité, bien qu'obscurcie, n'était pas inaccessible. Chaque pièce retrouvée, chaque mot analysé, chaque témoignage recoupé rapprochait les enquêteurs de l'éclat final, de la révélation qui allait dissiper l'ombre et exposer les mécanismes invisibles de ce crime méticuleusement planifié. La tension ne cessait de croître, car chaque découverte augmentait la pression et l'urgence de résoudre ce mystère, de traduire en justice non seulement l'assassin, mais également de rendre hommage à la clairvoyance de la victime, à la lettre et au message qu'elle portait, silencieux mais puissant. Alors que l'enquête avançait, chaque nouveau détail semblait ouvrir une porte vers un couloir encore plus obscur. Les indices, méticuleusement accumulés, commencèrent à révéler des motifs que personne n'avait anticipés. Les enquêteurs constatèrent que certaines personnes figurant dans les notes de Laurent avaient disparu pendant plusieurs semaines avant le meurtre, et leur absence coïncidait avec des événements que la victime avait notés avec précision dans son carnet. Chaque nom, chaque lieu, chaque interaction semblait reliée à un réseau invisible de surveillance et d'intimidation, un maillage complexe où le hasard n'avait aucune place. La police retourna sur le site de la scène du crime à plusieurs reprises, scrutant avec minutie le bureau et l'appartement. Des détails auparavant négligés devinrent soudain essentiels. Une légère rayure sur le bois, un angle de tiroir légèrement déplacé, la disposition des papiers et même l'orientation du corps. Ces éléments, combinés aux informations de la lettre, permirent aux enquêteurs de reconstruire la dernière journée de Laurent. Ils découvrirent qu'il avait rencontré un individu mystérieux dans un café voisin, échange furtif et rapide, mais suffisant pour transmettre un message, un avertissement, ou peut-être une dernière tentative de se protéger. L'analyste informatique révéla une série de fichiers effacés, récupérés à l'aide de techniques avancées, montrant des communications codées entre Laurent et une personne identifiée uniquement par des pseudonymes. Ces messages semblaient évoquer des menaces croissantes et un danger imminent, mais d'une manière subtile, presque voilée. L'habileté de Laurent à dissimuler ses craintes, tout en documentant méthodiquement la menace, laissait entrevoir une lucidité exceptionnelle et une volonté de laisser une piste pour ceux qui sauraient lire entre les lignes. Parallèlement, un témoin anonyme fournit une information capitale. Il avait aperçu une silhouette rôdant autour de l'immeuble la nuit du meurtre, quelqu'un qui semblait connaître parfaitement les habitudes de Laurent. La description, vague mais précise sur certains détails vestimentaires, permit de réduire le cercle des suspects. Cette révélation fit prendre conscience aux enquêteurs que l'assassin ne s'était pas contenté d'un acte impulsif. Il avait observé, planifié et agi avec une minutie effrayante, exploitant les failles que même une vigilance constante ne pouvait éliminer. Les photographies retrouvées dans la boîte au parc furent analysées avec attention. Elles montraient des lieux que Laurent fréquentait rarement, des rencontres imprévues et des objets dissimulés, chacun portant des traces d'une manipulation volontaire. L'examen détaillé révéla une signature visuelle répétée, des symboles subtils, des motifs dans la disposition des objets qui semblaient transmettre un message codé. Les enquêteurs comprirent alors que Laurent n'avait pas seulement laissé des indices matériels, mais qu'il avait créé un véritable langage visuel, une cartographie énigmatique du danger qui l'entourait et des personnes impliquées. Le carnet devint le cœur de l'investigation. Les pages annotées, parfois griffonnées à la hâte, parfois soigneusement rédigées, contenaient des informations précieuses sur des déplacements, des comportements et des attitudes qui, mis bout à bout, traçaient le profil probable de l'auteur du crime. Chaque détail, aussi minime soit-il, pouvait devenir la pièce manquante du puzzle. Les enquêteurs durent en faire preuve d'une patience extrême pour relier les fragments dispersés et interpréter les codes et les avertissements de la lettre et du carnet. Un autre élément bouleversa l'enquête. Un relevé bancaire montra des transactions inhabituelles, des transferts effectués à des moments précis et des montants qui ne semblaient ne correspondre à aucune activité professionnelle ordinaire. Ces flux financiers furent rapidement corrélés aux noms mentionnés dans le carnet et à certaines photographies, révélant un réseau d'intérêts et de pressions économiques, possiblement liés à la motivation derrière le meurtre. Les enquêteurs réalisaient que la portée de l'affaire dépassait le cadre personnel ou local. Elle touchait des sphères où le pouvoir et l'argent se mêlaient à la manipulation et à la menace. La tension psychologique au sein de l'équipe d'investigation augmenta. Les indices matériels, les témoignages et les analyses complexes créaient une atmosphère où chaque hypothèse semblait plausible et chaque action
pouvait avoir des conséquences imprévues. L'inspecteur principal ressentait la pression constante de devoir anticiper les mouvements de l'assassin tout en respectant la logique et la méthodologie de Laurent. La lettre, le carnet et les photographies formaient un guide subtil, un fil d'Ariane dans un labyrinthe où chaque détour pouvait être fatal. Une découverte inattendue survint lorsque la police retrouva une série de messages vocaux effacés sur un ancien téléphone de Laurent. Ces enregistrements, à la fois hésitants et précis, révélaient un état de vigilance extrême et une conscience aiguë du danger imminent. Chaque mot prononcé semblait peser, chaque silence chargé d'une tension indicible. L'analyse révéla également des bruits de fond suggérant la présence d'un observateur, une confirmation que Laurent avait été surveillé et que l'assassin avait anticipé ses moindres mouvements. L'équipe comprit alors que pour résoudre l'affaire, il ne suffisait pas de collecter des preuves matérielles. Il fallait reconstruire la logique de la victime, comprendre son raisonnement, ses stratégies de protection et la manière dont il avait tenté de transmettre des indices malgré sa vulnérabilité. Le crime devenait un dialogue silencieux entre la victime et l'assassin, un jeu de stratégie où la mort n'était pas le terme final, mais l'élément déclencheur pour révéler la vérité cachée. Alors que le temps passait, la convergence des preuves commença à dresser un portrait inquiétant mais clair. L'assassin connaissait parfaitement Laurent, avait planifié chaque étape et avait exploité ses failles avec une précision calculée. La lettre, dissimulée dans le bureau, devenait le témoin silencieux de cette interaction, un message codé, un avertissement, et une tentative ultime de contrôler le récit même après la mort. Chaque élément retrouvé, chaque détail analysé, rapprochait les enquêteurs de la compréhension complète et de la révélation de la machination qui avait mené à la tragédie. Les jours qui suivirent plongèrent l'équipe dans une intensité presque insoutenable. Chaque nouvelle piste semblait ouvrir une profondeur insoupçonnée du réseau d'influence et de menaces entourant Laurent. Les enquêteurs savaient que l'assassin ne laissait aucune trace au hasard. Chaque mouvement de la victime avait été observé, analysé et anticipé. Dans ce contexte, chaque interrogation devenait un exercice de psychologie et de patience. Chaque visite sur le terrain, un test de perception. Chaque document, un morceau d'un puzzle complexe. Une découverte capitale survint lorsqu'un témoin, après plusieurs semaines de silence, accepta enfin de parler. Il raconta avoir vu Laurent se disputer avec une personne inconnue dans une ruelle adjacente à son appartement, quelques jours avant le meurtre. La tension de cette confrontation, rapportée par le témoin, reflétait une atmosphère de menace tangible. Laurent, habituellement méthodique et prudent, semblait cette fois ébranlé, comme si une force invisible avait brusquement perturbé son équilibre. L'inspecteur principal comprit que cette rencontre était un point de bascule, une étape où le destin de Laurent avait commencé à se sceller. La lettre, encore, servait de guide silencieux. Ces mots, soigneusement choisis, contenaient des indices qui n'étaient pas apparents au premier regard. Les experts en cryptographie furent sollicités, et l'analyse révéla des motifs subtils dans la ponctuation, des répétitions et des doubles sens qui permettaient de relier certaines phrases à des lieux précis et à des noms évoqués dans le carnet. Chaque ligne devenait une boussole, orientant les enquêteurs vers des zones de la ville qu'ils n'avaient pas explorées auparavant, des lieux où des traces matérielles et psychologiques pouvaient encore exister. Une analyse plus poussée du carnet révéla également des annotations liées aux habitudes quotidiennes de Laurent. Les horaires précis de ses déplacements, les rendez-vous, les pauses dans les cafés, les trajets à pied ou en métro, tout était consigné avec minutie. Cela permit à la police de reconstruire non seulement le parcours final de la victime, mais aussi de comprendre comment l'assassin avait pu s'infiltrer dans sa vie sans éveiller de soupçons. Chaque détail du carnet semblait maintenant une carte stratégique, une tentative de contrôler l'issue de l'histoire à travers la documentation de ses propres mouvements et de ceux qui le menaçaient. Parallèlement, une piste technologique se révéla décisive. Les fichiers informatiques récupérés sur l'ordinateur de Laurent contenaient des échanges cryptés avec une personne identifiée uniquement par un pseudonyme. Les messages évoquaient des menaces croissantes et un sentiment de danger imminent. La correspondance codée fut décodée, révélant des informations cruciales sur les intentions de l'assassin, les lieux fréquentés et les personnes impliquées. Cela permit de réduire considérablement le cercle des suspects et de concentrer les investigations sur un groupe restreint d'individus dont les motivations, désormais, apparaissaient plus claires et plus inquiétantes. L'atmosphère de l'enquête prit une dimension presque oppressante, lorsque des indices laissèrent penser que Laurent avait été surveillé de manière constante. Des images floues de caméras de sécurité,
des empreintes partielles, des témoins occasionnels, tout converguait vers l'idée d'une planification minutieuse. L'assassin semblait avoir anticipé chaque mouvement, chaque réaction, et la victime, consciente de cette surveillance, avait tenté de laisser une trace de sa vigilance. La lettre, dissimulée dans le bureau, devenait le témoin ultime de cette interaction silencieuse entre prédateur et victime, un dialogue mortel codé dans des mots soigneusement choisis. Un élément inattendu surgit lorsque des relevés bancaires précis révélèrent des transactions correspondant à des lieux et des dates figurant dans le carnet et la lettre. Ces flux financiers, analysés par des experts, permirent d'identifier des liens entre certains suspects et des motivations matérielles, révélant que le crime n'était pas uniquement motivé par des rancunes personnelles ou des conflits ponctuels, mais qu'il s'inscrivait dans un contexte de pouvoir, de pression et de manipulation financière. La convergence de ces preuves renforça la certitude que l'assassin agissait avec une méthodologie presque militaire, orchestrant chaque étape avec une précision froide et implacable. Les policiers comprirent également que le timing du meurtre n'était pas aléatoire. La chronologie reconstruite grâce aux notes, aux courriels et aux relevés bancaires indiquait que le choix du moment visait à maximiser l'effet psychologique et à réduire les chances de découverte. Chaque détail, chaque incident, chaque rencontre précédente avait été calculé pour isoler Laurent et le rendre vulnérable. Cette révélation transforma la perception de l'enquête. Ce n'était plus seulement une recherche de preuves, mais une tentative de comprendre la logique d'un esprit méthodique et implacable. Dans cette atmosphère de tension constante, les enquêteurs firent appel à des spécialistes en comportement criminel. L'analyse psychologique des suspects potentiels, combinée aux indices matériels et aux preuves documentaires, permit d'établir un profil plus précis, quelqu'un capable d'observer, de manipuler et d'exploiter les failles humaines avec intelligence et patience. La police savait désormais que la résolution de l'affaire dépendrait de la capacité à anticiper les mouvements de l'assassin et à relier chaque fragment d'information à un ensemble cohérent. Alors que l'étau se resserrait, un dernier indice émergea. Un enregistrement vidéo presque effacé, capturé sur une caméra discrète. Les images montraient un individu manipulant certains objets dans l'appartement de Laurent quelques jours avant le meurtre. Les enquêteurs purent, grâce à l'expertise numérique, extraire suffisamment de détails pour reconnaître des gestes caractéristiques, un vêtement particulier et des signes distinctifs qui reliaient directement la personne aux pistes précédemment identifiées. L'effet sur l'équipe fut immédiat. Un faisceau de preuves solides commençait à se dessiner, et l'ombre qui avait longtemps plané sur l'affaire devenait tangible, presque visible. La lettre, le carnet, les enregistrements et les preuves matérielles convergeaient enfin vers une compréhension plus complète de l'histoire. La victime avait été consciente du danger, avait tenté de documenter chaque interaction, chaque menace, chaque signe de trahison. L'assassin, calculateur et méthodique, avait orchestré un plan complexe, mais la vigilance et la perspicacité de Laurent avaient laissé des traces indélébiles. La police se rapprochait du moment où le voile serait levé, où la vérité apparaîtrait avec une clarté terrifiante, révélant non seulement l'identité de l'auteur, mais également la profondeur de la machination qui avait conduit à la mort. Alors que l'étau se resserrait autour du cercle des suspects, la tension devint presque palpable. Chaque enquêteur ressentait le poids de la responsabilité, la certitude que chaque erreur pourrait effacer des preuves cruciales et compromettre la révélation finale. La lettre restait au centre de cette toile complexe, guide silencieux et énigmatique, indiquant des directions que seul un esprit attentif pouvait interpréter. Les experts en cryptographie, graphologie et analyse comportementale travaillaient sans relâche, décryptant les motifs subtils que Laurent avait laissés, comme si chaque détail cachait une clé invisible. Un témoignage inattendu fit basculer l'enquête dans une nouvelle dimension. Une voisine, qui jusque-là avait semblé insignifiante, révéla avoir remarqué des visites répétées d'une personne inconnue dans l'immeuble, toujours à des heures précises, et observant systématiquement l'appartement de Laurent. Ces descriptions coïncidaient avec celles recueillies précédemment. Un individu méthodique, patient, prêt à attendre le moment exact pour agir. L'équipe comprit que l'assassin avait suivi Laurent pendant des semaines, planifiant son acte avec une minutie presque militaire, et que la victime, malgré sa vigilance, n'avait pu anticiper toutes les variables. Les relevés bancaires, les fichiers informatiques et les photographies furent recoupés avec les nouvelles informations. Un schéma se dessina. Certains flux financiers suspects coïncidaient avec des lieux et des dates
où l'individu observé avait été aperçu. Des liens jusqu'ici invisibles entre les suspects commencèrent à apparaître, formant un réseau de complicité, de pression et de secrets soigneusement entretenus. Les enquêteurs réalisèrent que le meurtre ne relevait pas d'un acte impulsif, mais d'une orchestration complexe impliquant plusieurs acteurs, dont les motivations mêlaient intérêt personnel, vengeance et manipulation psychologique. C'est alors qu'un détail jusque-là négligé devint crucial. Un petit fragment de papier retrouvé derrière un meuble contenant une annotation cryptique semblable à celle du carnet de Laurent. L'examen graphologique révéla que ces inscriptions avaient été écrites de la main même de Laurent, mais à un moment précis, probablement en prévision d'une menace imminente. Ce fragment contenait des indications vers un lieu précis, un lieu qui allait bientôt révéler des preuves décisives. Les enquêteurs comprirent que la victime avait anticipé un dernier acte de violence et avait tenté de créer une piste qui, si elle était suivie, mènerait directement à la vérité. Le jour de la découverte des preuves sur ce site fut chargé d'une tension extrême. Les policiers pénétrèrent dans un entrepôt abandonné, froid et silencieux, où chaque bruit résonnait comme un avertissement. Des traces matérielles laissées par l'assassin, des empreintes partielles et des objets déplacés témoignaient d'une présence méthodique et calculée. Mais ce qui attira le plus l'attention fut un objet soigneusement dissimulé, contenant des documents et des objets liés à la victime et à certains suspects clés. L'analyse de ces éléments permit de confirmer la présence de l'assassin sur les lieux et de relier définitivement plusieurs pièces du puzzle jusque-là séparées. La lettre, qui avait guidé l'ensemble de l'enquête, révéla enfin toute son importance. Chaque mot, chaque structure de phrase et chaque référence codée pouvaient maintenant être interprétées avec le contexte accumulé. Les enquêteurs comprirent que Laurent avait consciemment laissé un itinéraire de preuves destiné à être suivi après sa mort. Cette réalisation renforça la dimension dramatique de l'affaire. La victime, malgré sa disparition, continuait à jouer un rôle actif dans la révélation de la vérité, guidant les policiers pas à pas vers l'identité de son assassin. Les analyses scientifiques confirmèrent également la présence d'ADN sur certains objets clés retrouvés dans l'entrepôt. Cet ADN, recoupé avec les bases de données et les informations précédemment collectées, permit de concentrer l'investigation sur un suspect précis, dont le profil correspondait parfaitement aux caractéristiques déduites à partir du comportement observé, des mouvements et des habitudes. La convergence de preuves matérielles, documentaires et comportementales rendit désormais l'arrestation inévitable. Mais avant de procéder, les enquêteurs décidèrent de vérifier une dernière fois la cohérence de chaque élément. Chaque témoin fut recontacté, chaque détail analysé, chaque preuve réexaminée. La police savait que dans des affaires de cette complexité, une erreur pouvait tout compromettre. Le processus minutieux, presque obsessionnel, révéla une orchestration complète et implacable de la part de l'assassin, mais aussi la remarquable anticipation de la victime. Laurent, à travers sa lettre et ses notes, avait construit un dispositif de révélation qui allait permettre à la justice de triompher malgré sa mort. Le moment de vérité approchait. L'équipe était consciente que l'arrestation ne marquerait pas seulement la fin d'une enquête, mais aussi la révélation de la logique d'un crime soigneusement planifié, l'exposition d'un réseau de manipulation et la reconnaissance du courage et de la clairvoyance de la victime. Chaque détail, chaque preuve, chaque mot de la lettre avait trouvé sa place dans le récit complet, révélant la structure invisible mais implacable qui avait guidé l'assassin et protégé, paradoxalement, la mémoire de Laurent. Dans cette tension extrême, les enquêteurs comprirent que la résolution de l'affaire ne serait pas seulement un triomphe judiciaire, mais aussi une leçon sur la perspicacité humaine, la vigilance face à la menace et la capacité de la vérité à émerger même dans les circonstances les plus obscures. La convergence de preuves, d'indices et d'anticipation créait un moment unique où le passé et le présent se rejoignaient, où la logique méticuleuse de la victime et celle de l'assassin se rencontraient dans un dernier jeu de révélation et de justice. Le voile de mystère qui enveloppait l'affaire commença à se dissiper, mais l'atmosphère demeurait électrique, chargée d'anticipation et de peur. Chaque membre de l'équipe savait que les prochains jours détermineraient le succès ou l'échec de l'enquête. L'arrestation de l'assassin ne serait pas simplement un acte procédural. Elle symboliserait le triomphe de la perspicacité de Laurent et de l'ingéniosité méthodique qui avait conduit à cette découverte. La lettre, toujours présente dans l'esprit des enquêteurs, continuait à servir de guide invisible, révélant les chemins à suivre avec une précision presque surnaturelle. Les preuves accumulées convergèrent vers un suspect précis,
dont les habitudes, les interactions et le profil correspondaient exactement aux observations, aux enregistrements, aux photographies et aux notes codées. Les analyses ADN confirmèrent la correspondance, liant directement cet individu aux scènes clés du crime. Mais la police savait que malgré la certitude scientifique, il fallait préparer l'opération avec une stratégie méticuleuse. L'assassin, méthodique et calculateur, ne pouvait être appréhendé à la légère. Chaque mouvement devait être anticipé, chaque scénario envisagé, car le risque d'échec ou de fuite restait tangible. La surveillance se mit en place avec une précision chirurgicale. Les caméras, les informateurs et les patrouilles coordonnées observaient chaque déplacement, analysaient chaque geste, chaque conversation. Les enquêteurs devaient rester invisibles, tandis que le suspect continuait ses routines, inconscient que le filet de la justice se resserrait progressivement autour de lui. La tension atteignait un point presque insoutenable. Chaque seconde semblait peser, chaque respiration contenue, chaque silence lourd de potentialité dramatique. Puis vint le jour de l'opération. L'équipe, préparée depuis des semaines, pénétra dans l'appartement où l'individu suspect était localisé. La coordination, le timing et la précision étaient essentiels. Un faux pas, un retard ou une distraction auraient pu compromettre l'arrestation et effacer définitivement des preuves cruciales. Chaque membre de l'équipe connaissait sa position et son rôle, l'esprit tendu mais concentré, conscient que l'issue de l'affaire dépendait de leur synchronisation parfaite. À l'intérieur, les indices matériels corroborèrent toutes les hypothèses accumulées. Des objets déplacés correspondant aux descriptions et aux photographies, des traces de présence et des éléments retrouvés dans le carnet et la lettre furent confirmés sur place. Le suspect, pris de court, ne put réagir efficacement. Les enquêteurs saisirent chaque preuve physique, sécurisèrent de la scène et procédèrent à l'arrestation, mettant fin à des mois de traque et de tension. L'effet fut immédiat. Le cercle de silence et d'opacité qui avait entouré Laurent se fissura brutalement, et la vérité, longtemps retenue par la peur et la manipulation, commença à émerger avec une clarté terrifiante. La confrontation avec le suspect permit de révéler la structure exacte du crime. Les motivations, les plans méthodiques, les manipulations psychologiques et les interactions avec d'autres complices furent exposés, chaque détail corroboré par les preuves laissées par Laurent. La lettre, le carnet et les enregistrements révélèrent non seulement le déroulement du meurtre, mais aussi l'ingéniosité de la victime. Une anticipation précise de la menace et la mise en place d'une chaîne de preuves destinée à être découverte après sa disparition. L'atmosphère au sein de l'équipe oscillait entre soulagement et émotion intense. Le silence de l'appartement, les preuves matérielles et les documents codés devinrent un théâtre de révélation, où le génie de Laurent et la perversité de l'assassin se confrontaient indirectement. La lettre, conservée précieusement par les enquêteurs, symbolisait cette confrontation posthume, un dialogue silencieux entre la victime et celui qui avait tenté de contrôler sa vie et sa mort. Les confessions du suspect permirent de relier définitivement tous les éléments dispersés. Chaque menace anticipée, chaque déplacement de Laurent, chaque détail noté dans la lettre ou le carnet trouva sa correspondance dans la version des événements donnée par l'assassin. La précision avec laquelle le crime avait été planifié contrastait avec l'ingéniosité de la victime qui, par sa clairvoyance et sa détermination, avait créé une piste que seul un œil attentif et une persévérance méthodique pouvaient suivre. Dans les jours suivants, la justice prit son cours. Les preuves documentaires, matérielles et scientifiques, combinées aux témoignages et aux analyses psychologiques, formèrent un dossier incontestable. L'histoire de Laurent, de sa vigilance et de son courage fut mise en lumière, révélant que même face à des forces supérieures et invisibles, la vérité pouvait émerger grâce à la prévoyance, à l'intelligence et à la minutie. La lettre, pièce centrale de l'enquête, devint l'emblème de cette lutte silencieuse entre la victime et son assassin, un témoignage intemporel de résilience et de perspicacité. Alors que l'affaire atteignait son épilogue judiciaire, les enquêteurs prirent un moment pour réfléchir à l'ampleur de ce qu'ils avaient découvert. L'affaire n'était pas seulement un crime résolu, mais une leçon sur la capacité humaine à anticiper, à documenter et à créer un fil de vérité même dans l'adversité la plus extrême. La tension, la peur et la manipulation avaient été confrontées à l'ingéniosité et à la persévérance, et la justice, lente mais inévitable, avait triomphé. L'arrestation du suspect n'était pas une conclusion, mais le début d'un dévoilement complet, un moment où le passé, la vigilance de la victime
et la machination de l'assassin se confrontaient enfin dans une clarté impitoyable. Chaque pièce de preuve, chaque mot de la lettre et chaque note du carnet trouvaient leur place dans un récit cohérent, révélant la logique implacable du crime et l'ingéniosité de la victime. Laurent, par ses préparations et sa prévoyance, avait conçu un plan posthume, un labyrinthe de signes et d'indices que seuls ceux capables de persévérance et de discernement pourraient comprendre. La police, confrontée à cette orchestration complexe, ressentit une combinaison d'émerveillement et d'horreur. L'assassin, méthodique et froid, avait suivi chaque mouvement de Laurent avec une précision presque clinique, anticipant ses routines et exploitant ses failles. Pourtant, la clairvoyance de la victime, traduite dans la lettre et le carnet, avait créé un filet invisible, qui, même après sa disparition, piégeait inexorablement celui qui croyait échapper à la justice. Les enquêteurs étaient témoins d'un duel silencieux mais dramatique entre la vie et la mort, entre l'intelligence et la perversité. Les auditions du suspect révélèrent les motivations cachées, les manipulations subtiles et l'ampleur de la planification. Chaque action, chaque déplacement, chaque menace calculée prenait enfin sens. La victime avait été consciente du danger imminent, avait tenté de documenter et de laisser des indices, et avait finalement orchestré la manière dont la vérité serait révélée après sa mort. La police comprit que ce n'était pas simplement un meurtre, mais un jeu de stratégie psychologique où la victime et l'assassin communiquaient silencieusement à travers les gestes, les objets et les mots codés. La lecture finale de la lettre fut un moment de révélation intense. Chaque phrase, chaque mot soigneusement choisi, chaque référence cryptée reflétait une prévoyance extraordinaire. La lettre n'était pas seulement un document, mais un acte de résistance et de clarté, un message destiné à guider ceux qui chercheraient la vérité. L'émotion monta dans l'équipe. La victime avait réussi, même au-delà de sa disparition, à assurer que l'assassin serait identifié et que son plan méticuleux serait exposé. La procédure judiciaire révéla l'étendue de la manipulation et de la complexité de l'affaire. Les preuves matérielles, scientifiques et comportementales formèrent un dossier incontestable. L'identité de l'assassin fut établie avec certitude, ses complices éventuels identifiés et les motivations révélées. La lettre de Laurent, pivot central, fut présentée comme un exemple de perspicacité et de résilience face à la menace, soulignant la capacité de l'esprit humain à anticiper et à documenter la vérité même dans les circonstances les plus extrêmes. Pour les enquêteurs, la clôture de l'affaire fut un mélange d'accomplissement et de réflexion profonde. Ils comprirent que l'affaire n'était pas seulement un crime résolu, mais un témoignage sur la vigilance, l'intelligence et la détermination. Laurent, par son courage et sa clairvoyance, avait créé une trace indélébile, permettant à la justice de triompher et à la vérité de se révéler, même après sa disparition. La lettre, conservée comme symbole, rappelait que la vérité pouvait émerger malgré les forces invisibles et la cruauté humaine. L'histoire laissa un impact durable sur tous ceux qui y furent impliqués. L'affaire démontra que la justice n'est pas toujours immédiate, mais que la persistance, l'intuition et la capacité à lire entre les lignes peuvent dénouer les intrigues les plus complexes. La tragédie de la victime, sa vigilance et sa préparation minutieuse devinrent un exemple de résilience et d'intelligence stratégique, offrant une leçon intemporelle sur la confrontation entre le bien, le mal et la vérité. Alors que les dernières étapes de la justice s'achevaient, une réflexion s'imposa. La vulnérabilité humaine, face à la manipulation et au danger, pouvait être compensée par l'ingéniosité et la prévoyance. La lettre, le carnet, les enregistrements et les indices laissés par Laurent symbolisaient cette lutte silencieuse et persistante. L'histoire, bien que marquée par la tragédie, démontrait que la vérité et la justice pouvaient triompher, même dans les situations où tout semblait perdu. Le dernier chapitre de cette affaire ne fut pas seulement la résolution d'un crime, mais la reconnaissance de la capacité humaine à anticiper, à documenter et à créer un héritage invisible capable de révéler la vérité. La justice s'était accomplie, mais le récit de Laurent et de son combat silencieux demeurait un témoignage puissant de la lutte entre la vie, la mort, l'intelligence et la perfidie. Le mystère était levé, mais le souvenir de la vigilance et du courage de la victime laissait un écho durable, rappelant que dans l'obscurité la plus profonde, la lumière de la vérité pouvait toujours briller.